Alors, donc du coup, on présente un peu la forme de cette conférence donc, qui va se dérouler ici. Nicolas, en fait, ça va être votre intervenant public. Donc si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. On vous lance le micro mobile. Voilà. Ça y est, déjà, ça commence. Parce que j'ai pas envie de te tuer. Alors, je vais parler doucement. Hein. Je sors de scènes un peu extrêmes à la Gamer Assembly. Donc là, c'est bien, on se pose un petit peu. Qui veut faire du bruit? Ouais, non. Non, on va se poser un peu. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débuter tout de suite avec la présentation de nos invités. Là. Donc voilà, vous avez la thématique. Vous êtes venu pour ça ou vous découvrez là ce soir tout de suite? Conférence sur les haricots verts en Picardie. Allez, non, on arrête les mauvaises blagues. Allez, hop. Du coup, dès que vous voyez votre nom, je vous laisse parler. Tiens. Oui, finalement. C'est moi qui lui ai donné le micro tout à l'heure, mais donc moi je suis Caféine, alias Arnaud Chaudron, parce que finalement personne connaît mon nom. C'est plutôt dans ce sens-là que ça marche. Je suis un ancien journaliste de Joystick, de RTL, j'ai fait plein de trucs, mais c'était au siècle dernier. Et depuis, j'ai fait Gameblog aussi, plus proche de nous. Et du coup, maintenant, je fais geekzone.fr en semi-pro, et à côté, je suis consultant en tech, et je fais de la com, de la formation, des sites web, des choses comme ça. Et ça occupe déjà pas mal. Voilà. Ouais, si vous avez des questions après, on verra. Bonsoir à tous, je m'appelle Abriel Dacosta, je travaille chez Dontnod actuellement. Je suis tombé tout petit dans la marmite du jeu vidéo et j'ai commencé ma carrière à la Fnac en 92, je vendais des boîtes. Ensuite j'ai acheté des boîtes à la Fnac, la distribution j'en avais fait le tour, ça commençait à m'énerver. Moi ce qui m'intéressait c'était de développer, donc j'ai monté plusieurs sociétés, j'ai travaillé dans la production, dans l'édition. Et donc voilà, j'ai vécu aussi pas mal de campagnes marketing, pas mal de rejoues, toi de ton côté au niveau de la presse. Mais bon voilà, donc on va essayer de partager un peu notre expérience. Et puis ça fait maintenant, depuis 2014, que j'ai rejoint Dontnod sur la partie business. Depuis la fin de Remember Me, vous avez pu remarquer que Dontnod était maintenant multi-projet. Donc on en a monté plusieurs équipes, toujours avec une recette qui j'espère va continuer à vous plaire. En tout cas, nous, on est content de transmettre nos valeurs chez Dontnod. Bonjour, donc moi c'est Laurent Desideri. Autant à une autre époque, j'étais plutôt dans le marketing de la musique et du spectacle. Donc ce qui m'a amené il y a 10 ans à monter Alézou l'agence, qui est une agence en fait dite d'événementiel, avec ce petit côté différent que on rassemble des métiers très divers, tels des menuisiers, des serruriers, mais aussi des gens d'effets spéciaux. L'idée pour nous, c'est de rencontrer des studios et développeurs et lors de soirées de lancement spéciales ou dans des magasins, de mettre en scène en fait et de présenter la première fois soit à des professionnels, soit au public le jeu dans son contexte, donc vraiment de manière immersive, le plus possible on va dire de l'événementiel un peu théâtralisé. Bonjour à tous, donc moi c'est Arnaud Richard. Moi j'ai un profil très marketing pour le coup, j'ai commencé ma carrière à peu près il y a 10 ans maintenant. J'ai commencé avec des stages comme beaucoup de gens. Donc le premier c'était chez Core Media, ensuite c'était chez Ubisoft au siège Europe. J'ai travaillé à peu près pendant 1 an sur Assassin's Creed 2. Et ensuite depuis j'ai bossé en chef de produit en poste chez EA notamment, chez Namco. Et là en ce moment je suis chez Bethesda. Voilà. Merci. Donc du coup, c'est bon? Tout va bien, les présentations sont faites. Moi, c'est Peter, mais je suis le moins important de la bande. Je passe juste le PowerPoint. Allez, on va se lancer tout de suite. Donc, du coup, vous allez voir, il y a 3 grandes thématiques. Alors, bien sûr, on va commencer par définir un peu, qu'est-ce que le marketing dans le jeu vidéo on va se trouver une définition. C'est vrai que le marketing, moi, j'avais une définition un peu austère. L'évolution durant ces 30 dernières années, et puis les différences avec les autres médias. Je vous relaisse les micros. Qui veut y aller? Qui se lance en premier? Les professionnels à la profession? Moi, je suis inspecteur des travaux finis, c'est très différent. Ouais, tu me noteras à la fin. Moi, je dis si c'est bien fait. À la fin, tu me notes et tu me dis. La définition est vraiment difficile à donner parce que ça a beaucoup évolué. On va en parler tout à l'heure. Mais pour moi, la vision un peu romantique que j'en ai, c'est juste faire se rencontrer la vision des créateurs avec le marché. Voilà, c'est juste ça, faire en sorte que les créateurs ils fassent des jeux pour des gens et pas que pour eux, et que les consommateurs comprennent ce que veulent faire les développeurs. Voilà, ça n'arrive jamais. Si, ça arrive. Ça arrive. Avec des bons journalistes, ça arrive. C'est vrai. Faut les aider.
Faut Mais les c'est aider. vrai, Non, je suis c'est d'accord, vrai, faut les c'est aider. vrai. Mais Faut tout le boulot, raconter c'est aider. l'histoire. C'est aussi bien le marketing que la presse, que les youtubeurs. C'est aider à comprendre ce que les développeurs ont voulu faire en fait. Exactement. Mais en fait, parce qu'il y a deux phases sur le. Enfin, il y a deux définitions entre guillemets sur le marketing. C'est analyser le marché et y répondre. Ou alors, effectivement, on a déjà le produit et maintenant, il faut le vendre. Non, mais c'est je vrai. parle en général. Ça marche sur les brosses à dents. Et du coup, la grosse différence, c'est qu'effectivement, dans le jeu vidéo, souvent, il y a une vision, il y a un projet, il y a donc un produit qui va sortir. On passe de l'art à produit parce qu'il faut le vendre à la fin. Et c'est là où le marketing doit être super bien fait. Et s'il y a eu une bonne entente entre toutes les équipes au départ, ça facilite les choses. Ouais, clairement. Et puis Voilà. le marketing doit comprendre en fait ce que veut le producteur, ce que veut Exactement. l'équipe de développement. Parce que si un ne comprend pas le projet, il va y avoir à un moment une couille dans la communication et on va pas vendre le vrai produit. Donc Voilà. peut-être qu'on va arriver à le vendre au début. Et maintenant, on est dans un cycle où il faut vendre aussi après le lancement du jeu. Donc si on a menti sur le produit, on va pas mentir pendant les 6 mois après le lancement du jeu. Donc on est obligé de comprendre exactement ce que veulent les développeurs pour pouvoir bien communiquer dessus. Après, il y a des cas de figure de folie avec des jeux qui se plantent au lancement mais qui sont rattrapés après parce que le développement a repris la suite ou parce que justement les mecs ont réussi à communiquer ou corriger le tir. Ubisoft l'a fait récemment parce que Ubisoft a un gros track record de jeux qui sortent avec des grosses phases multi qui ont coûté cher à faire et puis qui ne fonctionnent pas du tout. Il n'y a même pas de joueurs pour aller jouer avec eux. Et là, sur Rainbow Six, ce dernier, ils ont réussi à faire quelque chose sur Siege. Ils ont fait un truc de fou qui est de ressortir des ronces le jeu alors qu'il n'avait pas du tout décollé au lancement. C'est assez rare de voir ça. Donc il y a vraiment tous les cas de figure. Et puis ça, c'est quand on parlait des équipes et tout, on a tout un passage sur les jeux indés aussi. Et dans les jeux indés, c'est problématique puisqu'il n'y a personne pour les prévenir. Donc des fois, ça donne des trucs un peu tristes, quoi. J'ai pas réellement de définition. En fait, du point de vue du studio, c'est toujours important, comme tu disais, c'est la communication. Il faut arriver à un peu aligner les planètes avec un bon éditeur qui arrive vraiment à partager votre vision. Vous arrivez avec un concept, avec des influences, souvent, avec des idées, avec des mécaniques. Vous dites qu'il y a peut-être un marché parce que c'est peut-être un produit qui n'a pas été fait depuis longtemps ou qu'il fallait aussi remettre au goût du jour, etc. Mais après, c'est vrai que tout va se passer vraiment dans la relation que vous allez avoir main dans la main avec votre éditeur, puisque même, depuis toujours, ça a été le premier financier du jeu vidéo. Donc, ça a toujours été l'éditeur qui finançait tout. Et bon, maintenant, les choses ont un peu changé dernièrement, mais c'est important que vous arrivez à partager cette vision, que chacun puisse justement arriver du concept à créer le produit, à créer son identité, ses piliers, à qui il s'adresse. Ça, c'est voilà. Et puis aujourd'hui, on est sur un marché mondial, donc. Si les deux ne marchent pas, si vous n'avez pas le bon concept et vous trouvez pas votre cible et votre audience, vous êtes mal D'ailleurs, barré. en tant que journaliste, on a des trucs assez rigolos parce qu'on va avoir des gens qui vont arriver avec des produits en nous disant c'est extraordinaire, il faut absolument parler de ce truc-là. Et effectivement, ça cartonne en Corée ou en Chine. Et nous, on voit le truc, on fait genre oui, ça va être plus dur. Et après, il y a des grosses boîtes qui sont hyper fortes pour adapter les choses. Moi, sur le jeu mobile, un des titres qui m'a le plus impressionné, c'était à quel point c'est Tencent, donc le géant chinois, qui prend ses licences, mais qui les adapte complètement en changeant les personnages du jeu, les héros, les machins, en se disant ok, mais en fait, les rois de Chine, machin, tout ça, ils s'en foutent, et on va changer tout ça. Voilà, il faut de l'argent pour le faire, et il faut des moyens, et donc tout le monde ne peut pas le faire. Mais c'est vrai que mondialement, ça complique la donne, quoi. Voilà. Tiens, je te veux que je prenne. Non, mais c'est pas grave. Sinon, je vais prendre la boîte, là, ici. Qui a ramené toutes ces boîtes-là? On parle de marketing et d'évolution, justement, marketing. Alors, je me suis amusé un petit peu dans ma collecte à ramener quelques petits samples. Ça va nous permettre, justement, de parler Alors, je sais de pas si vous l'évolution. connaissez, il y a un du super marketing. bouquin qui est sorti, qui s'appelle Art of Atari. Donc, en fait, c'est toute l'explication de toute la genèse en fait du marketing et de la création d'Atari à l'époque. Il est vraiment fantastique ce livre parce qu'il retrace vraiment toute cette grande période avant la crise, la grosse crise qu'on a eue après E.T. Mais et donc ça explique bien en fait le rapport du consommateur au jeu. Et à l'époque, il fallait vous vendre quand même 3-4 pixels à l'écran. Et ça, c'est impossible visuellement à vendre. Donc du coup, ils avaient investi à mort sur des vrais créatifs qui créent des belles jaquettes. Là, vous voyez, on voyait vraiment des
jaquettes de bouquins, quoi. C'était fantastique. Et pour nous, en tant que gamin à l'époque, on craquait, alors qu'on jouait avec 3 pixels à l'écran. Donc, c'était là pour moi, vraiment, on était vraiment au top du market. C'est-à-dire, on vous vend une boîte, voilà, on vous vend du rêve. Alors que vous allez jouer avec 4 pixels, mais bon. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Il fallait autant d'imagination pour jouer aux jeux vidéo que pour lire un livre. C'est-à-dire que Star Wars, waouh, le truc, c'est 3 carrés, quoi. Donc, j'attaque l'étoile noire, c'est 4 carrés. Super. Donc, effectivement, il fallait que la jaquette soit magnifique. C'est un truc qui était extrêmement à la mode à l'époque. Ouais, donc c'est vrai, sur l'évolution, quand on arrive vers les 16 bits, il y a des trucs rigolos. J'aime bien prendre cet exemple qui est un peu à la Tron, c'est Epix qui sortait toute sa gamme de produits, entre les Summer Games, les Winter Games et des pit stops, avec vraiment une espèce d'effigie, vraiment une signature qu'ils avaient sur leurs produits. Donc on pouvait vraiment bien les voir en rayon. Alors c'est vrai qu'à l'époque, il y avait que les magasins spécialisés. Il n'y avait pas encore la grande distribution qui s'intéressait aux jeux vidéo, parce que c'était encore, même s'il y a eu toute la grande époque des Atari, après c'est devenu un peu plus micro-ordinateur. Bon, avant l'arrivée de Nintendo, mais on avait déjà ce type de jaquette et de contenu qui était vraiment travaillé, une boîte qui était bien travaillée pour le consommateur. Et à l'époque, en plus, faut quand même bien se rappeler que du coup, les médias étaient hyper limités. C'était soit magazines spécialisés, il n'y a pas d'argent, les pubs télé, tout ça, peut-être sur des channels locaux aux États-Unis, mais et encore. Et Lord British, Monsieur Ultima, il envoyait les trucs à la main une fois qu'il les avait vendus. Donc il y avait vraiment tout était à faire. Et du coup, même le packaging a évolué avec le marketing et le marché. Donc là, c'était déjà un petit peu évolué ça. On était encore dans des trucs. C'est clair, c'est vrai qu'il t'avais pas beaucoup de vecteurs de communication. En fait, t'avais les events parce qu'il y avait toujours le CES à Chicago. Il y avait plein de trucs locaux en fait. Il y avait beaucoup plus. Voilà, ils faisaient pas mal de petits events. Et puis c'est vrai que comme tu disais, il y a plein de petits programmeurs qui sortaient de leur cave et qui ramenaient leur petite disquette dans le magasin du coin pour le vendre. C'est ça. C'était ça. Puis après, les magazines sont arrivés. Là, les magazines a vraiment. Les magazines, c'était le gros vecteur. Donc, soit par la pub, soit par les dossiers, soit par les trucs. Tout le marketing. Enfin, m'arrêtez si j'ai une connerie, mais pour moi, tout le marketing en tant que gamin, ce que je recevais, c'était. Tu l'avais pas lu dans Tilt, ça n'existait pas. Quoi. C'est ça. Donc, j'ai dit un nom de magazine que vous ne devez pas connaître. Mais non, c'est hors magazine papier, t'avais rien, quoi. Non, et puis c'est vrai que nous à l'époque, il y avait déjà des previews qui étaient les previews dans Tilt, c'était super important, les tests aussi. Et quand on voyait déjà, ne serait-ce que des événements aux États-Unis, on était là, mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont sortir un nouveau truc. Tilt d'or. Voilà, c'était. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, on n'a plus du tout le même rapport au produit. Et ça évolue. Là, maintenant, on peut en parler. C'est surtout toi qui lance des campagnes maintenant dans le digital, mais. Je sais pas comment tu veux articuler. Est-ce que tu veux qu'on fasse peut-être pouvoir partir sur. Est-ce que tu veux qu'on avance dans le. Non, mais on continue sur Arnaud justement par rapport. On a parlé un peu des années 80, 90, et justement maintenant l'évolution. On est aujourd'hui sur du full digital. Oui. Il vous ment parce que ça, on l'a jamais eu en France. Hein. Ça, c'est des boîtes qu'on trouvait uniquement aux US. C'était des boîtes américaines. Vous avez des DVD. Oui, le jeu d'Éric Viennot. Mais la Fnac avait décidé que les rayons jeux vidéo devaient être standardisés. Donc tout ce qui était boîte un peu classe, avec des gaufrages comme ça, des trucs qui s'ouvrent, c'était très rare d'en avoir. Il y en avait de temps en temps sur des éditions collector, mais comme tu disais, elles étaient en bas et après elles étaient derrière. Donc c'était très compliqué. En France, on n'en a eu quasiment aucune. Moi, j'en recevais privilégiés, journalistes, tout ça, ou j'en ramenais des US, mais sinon en France, j'en ai quasiment pas vu, quoi. Et donc du coup, aujourd'hui, full digital quasiment. Pas full digital, mais oui, ça a évolué. Enfin, comme tu l'as dit clairement, c'était beaucoup plus difficile à l'époque de expliquer ce que c'est son jeu, en fait, concrètement. Exactement. Parce que maintenant, on a profusion de moyens pour vous montrer, pour vous faire même sentir quasiment ce que c'est le jeu. On est capable de le faire technologiquement. On est capable de vous cibler exactement où on veut. C'est un peu flippant, je sais. Mais voilà, on a beaucoup plus de médiums pour le faire. Moi, j'ai connu en tant que gamer les années 2000, donc je n'étais pas encore professionnel. Déjà, ça commençait à se professionnaliser. Il y avait l'arrivée de l'état JV, donc ce qui était jeuxvideo.com à l'époque. Et c'est comme ça qu'on commençait à avoir accès aux premières vidéos, aux premiers articles un peu plus poussés. Et puis maintenant, effectivement, on est passé sur une profusion de médias. Et du coup, maintenant, le problème, il est autre pour nous. C'est que vous êtes tellement sollicité pour des jeux, vous avez tellement de jeux, vous avez tellement de campagnes que vous voyez sans arrêt sur tous les médias différents. Puis, si ce n'est pas du jeu vidéo, vous voyez du Netflix. Et c'est aussi notre concurrent maintenant, en fait. Parce que toutes les activités qui vont vous prendre du temps, ce sont des concurrents du jeu vidéo. Ce sont des loisirs qui sont des concurrents. Mais effectivement, technologiquement, maintenant, on est abouti. On est peut-être même, on en parlera tout à l'heure, mais c'est l'overdose. Le média le plus abouti sur le digital, si on se compare au cinéma, à la musique, etc., on est ceux qui vont le plus loin.
parce que vous êtes la cible la plus connectée, en fait. Donc ça nous oblige à savoir exactement comment est-ce que vous vous comportez pour vous toucher où on veut. On peut peut-être justement enchaîner. Laurent, tu parlais tout à l'heure que tu viens, toi, du monde de la musique. Ça va nous permettre d'aborder cette différence avec les autres médias. En fait, c'est intéressant parce que, bon, déjà, je fais partie des gens qui ont connu la révolution Internet dans la musique, qui a vraiment dévasté le milieu, quoi. C'est-à-dire que moi, j'étais à l'époque au marketing en musique. Et c'est vrai qu'il y a eu tout un pan des professionnels qui n'ont pas trop cru. Donc, c'est d'autant plus intéressant pour nous de prendre la parole aujourd'hui parce qu'on est vraiment la chronique de gens qui se sont pris une belle claque et qui, en comparaison effectivement avec les jeux vidéo... bon, alors maintenant, c'est vrai qu'avec les habitudes sur le streaming, ça aurait tendance un peu à pousser les professionnels de la musique à aller sur ce secteur-là. Mais du coup, l'important qui est, quand tu disais faire ressentir aux gens, parce que moi, il y avait une personne qui, à l'époque, le marketing, je trouvais ça un peu sale, donc j'avais du mal à me dire, je vais travailler dans le marketing, c'est de l'argent, bœuf, moi je suis vraiment dans l'artistique, c'est pas ça du tout que j'ai envie de faire dans ma vie. Et en fait, une personne peut me dire, mais si, tu fais déjà du marketing, parce que le marketing, c'est de la communication, en fait. C'est de la communication, c'est un peu faire savoir le savoir-faire des autres. Et je suis resté vraiment attaché à ce principe parce qu'aujourd'hui, quand je rencontre effectivement, nous on continue à faire du marketing, si je puis dire, parce que quand on rencontre effectivement des développeurs, des studios, on arrive à un moment où on peut rêver comme des gamins parce qu'on nous montre les premiers gameplays que certains n'ont pas encore vus. On rentre dans l'univers du jeu et il faut qu'on arrive à recréer dans un tout petit espace l'univers du jeu, mais avec ce que je vais employer le mot musical parce qu'il est fort, c'est un peu l'analogie qu'il y a avec le jeu vidéo, c'est les gimmicks. C'est-à-dire que on se dit qu'est-ce qu'on a envie de vendre, ou en tout cas mettre en avant dans un premier temps, pour que ce soit des professionnels ou du public qui en un instant vont vivre l'effet waouh. C'est-à-dire que du coup, eh bien, on va recréer des faux murs, des faux rochers, des navettes spatiales, du son, de la lumière. Enfin, on va être obligé de mettre considérablement de choses différentes pour essayer de recréer tout cet univers qui aujourd'hui est carrément à détrôner aussi bien le milieu de la musique, mais aussi du cinéma. En fait, nous, quand on rentre dedans comme des gamins, à rêver, on nous dit vos décors ou votre event, il a été mortel parce que vous avez réussi à recréer des licans de 3 mètres et tirer avec des vrais bruits. Enfin, c'est parce qu'il faut trouver les éléments qui font que tel jeu va être différent d'un autre, etc. Et de communiquer sur les choses qui vont faire que, ah bah oui, c'est ce jeu-là et pas un autre. Donc en fait, voilà, quand je dis vraiment savoir-faire, le faire savoir, nous, c'est un casse-tête chinois. Parce qu'effectivement, que mettre en avant dans un petit endroit et puis dans un court espace avec peu ou beaucoup de moyens, c'est encore du marketing. C'est vraiment... Pour recentrer justement, en termes de différence, qu'est-ce qu'on se permettrait de faire dans le jeu vidéo en termes de marketing qu'on ne pourrait pas faire dans les autres médias, ou inversement, des pratiques qu'on a peut-être dans les autres médias et qui marqueraient justement une différence notable? Alors moi, mon gros stress, qui suis moins légitime que vous, messieurs, avec énormément de respect pour vos métiers, puisqu'encore une fois, on en est venu juste par passion là, c'est effectivement nous, pourquoi Allez-vous? C'est parce qu'on se disait, bon sang, on parle d'un jeu vidéo qui a, comment dire, où il y a un concept de dingue, et lors des présentations, on se disait, mais en fait, il y a 4 PLV, alors effectivement, il y a une notion de budget, mais on se disait, mais nous, on connaît plein de comédiens, on fait du son, de la lumière tous les jours, on recrée, je sais pas, quand je disais faux rocher, pour Vampire, on a fait des dalles de rue comme ça, bon bref. Et on se disait, mais faites-moi rêver, parce qu'on a l'impression que comment dire, aux États-Unis, il y a des lancements dignes de ce nom. Et puis nous, quand même, les Français, aujourd'hui, on n'a pas à rougir de nos métiers, justement, notamment en jeux vidéo, et des développeurs, et dans le son, et dans tout l'univers graphique, et aussi dans l'événement. Je nous inclus de plus en plus dedans. Et je me disais, c'est quand même bizarre d'avoir la notion du packaging, de base comme ça, une connaissance sur le digital vraiment poussée par rapport à d'autres secteurs, parce qu'effectivement, c'est quand même le jeu vidéo qui a vraiment amené des nouvelles façons, même si YouTube est un vecteur de communication pour la musique. En musique, on ne se sert pas du tout de YouTube comme on se sert
aujourd'hui dans le jeu vidéo. J'ai juste envie de dire, YouTube pour la musique, c'est une radio. C'est hyper has-been comparé à toutes les études et tout ce que vous faites en termes de marketing sur YouTube. On reparlera justement de YouTube avec ce phénomène des prescripteurs qu'on connaît. Laurent, tu voulais peut-être, Arnaud, tu voulais peut-être conclure justement. Oui, tu avais quelque chose à dire Oui, là-dessus. je suis d'accord là-dessus. En plus, pour moi, le jeu vidéo, si je suis venu là aussi, c'est parce que pour moi, c'est l'art total. C'est-à-dire, c'est celui qui mélange tout. En fait, qui mélange le cinéma, les séries, la peinture. Tous les arts sont dedans. Donc, quand on fait du marketing dessus, on ne vend pas juste un produit. On vend un univers, en fait. On vend des sensations, on vend une ambiance, on vend des personnages, on vend un scénario. Enfin, il y a vraiment tout cet aspect-là. Donc, effectivement, quand on fait des campagnes de communication, on ne communique pas sur un jeu avec un univers comme on communiquerait sur une casserole. C'est évident. On est obligé de montrer tous les aspects. Donc, parfois, ça passe par des événements où on fait vivre aux gens concrètement l'immersion dans le jeu. Ça peut passer aussi par de la VR, potentiellement, pour faire vivre l'expérience du jeu directement à l'intérieur. Vraiment, c'est là où on se différencie des produits traditionnels. Et ça nous oblige tout le temps à être plus créatifs que les autres. Parce que vous êtes, encore une fois, beaucoup plus demandant que n'importe quel autre Madame Michu qui va juste acheter son produit traditionnel. Caféine, tu voulais rajouter? Moi, je voulais juste résumer, en fait, parce que donc, si on doit vraiment faire super court, c'est que dans les années 80, on achetait 12 magazines de suite qui allaient parler du même jeu. On allait caresser les images en se disant ça va sortir bientôt, ça va être génial, ça va m'envoyer du rêve et tout. Et puis maintenant, on voyait rien, donc on n'avait pas de démo à l'époque. La révolution aussi, ça a été d'avoir des démos dans les magazines, par exemple. C'est des trucs c'est une grosse part de marketing. C'était l'objet de deals et de guerres entre magazines incroyables. Et derrière, on a maintenant une masse de médias sur qu'on se rappelle même plus de ce qui va sortir la semaine prochaine. Il y a des jeux qui vont sortir, on se dit ah oui merde, c'est sorti ce truc-là, j'ai complètement oublié. Alors qu'on peut y jouer, on peut l'acheter sur Steam et se le faire rembourser si on n'a pas aimé. On a accès à de la vidéo, on a accès à l'interview de toute la vie du développeur avant même que le jeu soit sorti. Et donc ça a complètement changé le relationnel et l'idéologie qu'on a par rapport au jeu. Le truc était mythique, on l'idéalisait à mort, et maintenant c'est vraiment un produit de consommation courante. Et ça devient extrêmement compliqué, puisque non seulement on disait tout à l'heure qu'on se base sur les heures de temps libre, Netflix est un concurrent, mais n'importe quel jeu multi est le concurrent de tous les autres jeux, même solo. C'est-à-dire que les mecs qui jouent à PUBG en ce moment, à PUBG, pardon, ou qui sont accros à n'importe quel jeu multi, du coup, c'est des gens qui sont pas dispo pour essayer autre chose. Il y a des gens qui sont scotchés sur WoW depuis 10 ans, génial. Et pour leur vendre autre chose, c'est un problème, quoi. Mais c'est pour ça que Nintendo a mis beaucoup de temps à se mettre sur le multijoueur, parce qu'ils avaient cette crainte quand ils ont eu. Et donc ça a changé complètement le marketing autour de ça, puisque la guerre, elle est aussi sur des gens qui sont déjà joueurs. Les nouveaux joueurs, ça c'est d'autres secteurs, mais c'est un vrai problème, quoi. Et en même temps, ça n'a jamais été aussi facile de développer. Si on regarde sur Steam, tous les ans, ils explosent le compteur du nombre de jeux qui sont disponibles. On va en parler, justement. On va en parler. Ça complique le problème. On va en parler, justement. Donc la transition va être rapide. On pourra peut-être passer plus rapidement sur les prescripteurs, les événements RP, les devs indés et le marketing. Justement, par rapport à ça, donc le jeu vidéo sans marketing, rapidement, si quelqu'un... ça donnerait quoi? En inspecteur des travaux finis, en fait, quoi? Ça donne soit le truc qui est au fond du catalogue de Steam et vous n'êtes absolument pas au courant que ça existe, ou alors parfois ça donne des épiphénomènes incroyables, genre PUBG justement, donc PlayerUnknown's Battleground, qui sort en mode genre... personne ne sait ce que c'est au final. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est, mais quand c'est sorti... Personne connaissait le mec qui fait le jeu, personne connaissait le studio Blue Hole, fallait jouer à des MMO coréens pour être au courant de qui c'était. Et le truc cartonne, parce que bouche-oreille, parce que nouveaux médias, etc. Mais en termes de dépenses marketing, le marketing arrive après pour soutenir la croissance. Sur le lancement, il n'y a rien. Ouais, ce sont des exceptions. C'est des exceptions. Voilà, c'est vraiment l'épiphénomène, mais ça peut arriver. Et puis parfois, il y a des jeux qui ne sont pas du tout marketés, mais qui vont l'être après. C'est-à-dire qu'une fois que les développeurs se rendent compte qu'il y a un bon retour dessus, que ça génère un tout petit peu d'argent, ils commencent à mettre de l'argent pour amplifier la chose. Et puis parfois, ils mettent jamais d'argent. Et là, j'ai vu ce matin, c'est le jeu, je crois, qui s'appelle Where the Waiter Tastes Like One. Il a annoncé qu'il avait fait 4000 ventes. Alors que en termes de retour presse, c'est un des jeux de l'année, visiblement. Ah, mais ça, c'est dramatique et c'est un exemple de sans marketing, ça donne quoi? Un super jeu qui n'est destiné à personne ou à très peu de personnes, c'est un échec, malheureusement. La règle de base, c'est l'échec. Quand je vous parle de PUBG, c'est vraiment jouer au loto, ça marche pareil. Du coup, rôle des prescripteurs là-dedans, quoi, dans ce monde-là où on est tous immergés dans cette communication constante. Rôle des prescripteurs, des événements justement où on refait du contact humain, quoi, où on sort un peu du digital. Je pense qu'il y a de tout. Hein. Non, mais je reviens juste, c'est vrai que sur la relation avec ces studios, c'est vrai qu'à un moment,
quand l'industrie est passée vraiment sur un mode grand public, et puis on est passé vraiment à une vraie industrie, qu'on est passé vraiment de la grotte, avec l'arrivée de Sony, tout ça, Sega déjà qui commençaient à communiquer à mort. Mais maintenant, on commence à remettre de plus en plus en avant le studio aussi. Et c'est vrai que justement, on parlait de prescripteurs, on met plus maintenant que la marque, on essaye de mettre aussi des noms derrière un produit, entre guillemets. Donc ça, c'est important aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a des créateurs, on les a pas mis assez en avant à l'époque. Ou trop. Ou trop, des fois, ouais. Ou pas assez. Ouais. C'était un peu le J'ai failli dire des noms. milieu, quoi. C'était... Puis c'est pas évident, parce que communiquer dans les studios, c'est pas évident non plus, quoi. Puis il y a des gens qui sont des très bons créateurs, mais qui sont, pour les équipes marketing, hyper difficiles à mettre en avant. Moi, je me rappelle des premières présentations d'un certain Sid Meier. Le mec a pas envie, quoi. Le mec, il veut être dans son studio, faire son jeu. Il a pas envie de nous parler. Et après, il y a des mecs qui sont un peu décoincés, etc. Ou alors, il y a des gens qui sont hyper contents de te parler. Coucou Peter, pas toi, l'autre. Et c'est le drame, parce que justement, après, le jeu sort, il fait, dis donc, il n'avait pas dit ça? Ah bah ça y est pas du tout. Hein. Et bon, bah voilà, donc il y a un juste milieu, et c'est un peu compliqué. Mais, Donc c'est vrai pour les prescripteurs, maintenant qu'on voit les youtubeurs, effectivement, on avait des exemples de pics de vente dès que ça passait chez un youtubeur américain. Bah, là, tu vois l'accord, pour vous reprendre, je prends les exemples actuels. Quand t'es mis en tête de gondole sur Steam, tu vends. Quand t'es mis en tête de gondole à Carrefour, tu vends. Voilà, quoi. Je prends l'exemple actuel, qui est l'exemple le plus parlant et qui tombe à pic pour parler de marketing, c'est Fortnite. Fortnite, c'est 4 ans de développement, un jeu dont tout le monde se fout, mais genre un truc mais incroyable. Hein. La presse en a rien à foutre, les joueurs sont pas là, les préventes sont pas là, et les mecs fournissent le moteur pour PUBG. Donc PlayerUnknown's Battleground, jeu de Battle Royale, j'imagine que tout le monde ici sait ce que c'est, hein, j'espère. Et derrière, vous avez Fortnite qui se dit, enfin les devs qui se disent, attends, mais notre moteur, il peut faire ça, c'est le nôtre. Donc ils ont adapté leurs outils hyper vite, c'est l'Unreal Engine, qui se sont dit, on peut faire un truc assez vite. Et hop, ils font BR, mais sans pub, sans rien. Ça devient, à la base, c'est juste un mode qui sort. Et bim, là, c'est quand même Epic. Epic, ils sont en difficulté, mais ils ont des moyens. Et là, ils commencent à faire des partenariats avec des streamers, puisque c'est le truc qui cartonne. Aujourd'hui, on parlait de YouTube, mais YouTube, c'est has-been, entre guillemets. Ils ont dépassé Minecraft. C'est Twitch, voilà. En termes de vidéos sur YouTube. Là. Donc le mec arrive et il fait genre, on va prendre ce gars-là qui a l'air de pas trop mal marcher. Bon, le mec, c'est Ninja, hein, c'est le streamer actuellement, ancien pro gamer, qui est plutôt pas mal. Le mec fait un stream qui n'est pas une compétition, qui n'est pas un événement avec une pub de ouf, il fait juste un stream à l'arrache. Ils font 500 000 vues, 500 000 spectateurs à un instant T, un peu plus que ça d'ailleurs. Parce que les mecs ont invité Drake. Drake, le chanteur. Donc il y a un mec chez Epic qui a un carnet d'adresse, hein, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, le marketing c'était quoi? C'était sur un événement, envoyer une PS4 au mec pour faire jouer les deux gars. Mais en termes de campagne de promo... Mais c'est intestable. Ouais, et puis derrière Epic, t'as quand même 40% de Tencent aussi. Exactement. Et eux, ils ont du cash. Et ils l'ont mis. Et qu'est-ce qui se passe? Après, c'est l'effet boule de neige. On fait un carton sur le stream de Twitch. Et derrière, tous les trucs de jeux vidéo américains, ou même d'ailleurs, genre Wired, ont fait des articles sur cet événement. En termes d'événement, c'est pas non plus magique. Hein. C'est deux gars en train de jouer aux jeux vidéo à la base. Mais effectivement, c'est Drake et un Ninja que les gens connaissaient pas à l'époque. Ah ouais. Et ça, c'est l'évolution totale des médias. On est complètement dans le digital, on sort pas. Le mec, il fait ça de sa chambre. Il gagne $700 000 par mois, a priori, actuellement. Ça se passe pas mal pour lui. Et il est incontournable en ce moment pour les mecs qui veulent vendre un jeu. Donc, les streams sponsorisés, ça y va. Et si je fais un petit aparté journaliste, nous les vieux de la vieille comme nous, on est là genre, mais le mec, c'est un vendu. Parce qu'il peut prendre un truc pour un jeu pourri. Mais les mecs n'ont pas cette problématique-là. C'est des entertainers. Ils sont là, pas pour dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Ils sont là pour prendre le cash et vendre le jeu. C'est pas du tout le même métier. Mais les gens qui regardent sont pas au courant de ça. Donc ils disent, si machin que j'adore est en train de jouer, ça doit être génial. Donc toute la relation, en plus au niveau des médias, est biaisée. Je vais les énerver là, mais ce qui arrange à mort les marketeurs qui se disent, genre, enfin un mec qui me casse pas les pieds avec la qualité de mon jeu, j'arrive avec un chèque qui dit oui, c'est bon, c'est génial. Donc... mais bien sûr, non, mais crois-moi. Non, mais moi personnellement, ça me choque pas parce que je bosse des deux côtés de la barrière. Alors là, tout va bien. Mais ce que je trouve assez fabuleux, c'est que c'était un truc qu'on voyait pas du tout avant. Et les mecs jouent avec ça énormément maintenant. Tu vois, Sea of Thieves qui a fait une énorme campagne marketing dernièrement. Les mecs se disent, dans la presse, on va dire des trucs genre le jeu quand on a joué 2 heures, il se passe plus rien après. Enfin, j'exagère évidemment, mais et aucun streamer va te dire non, en fait, c'est génial, j'adore.
Après, l'indice, c'est est-ce que le mec continue d'y jouer? Vous regardez sur Twitch, vous allez voir, vous aurez votre réponse. Arnaud, vas-y, une réponse. Non, mais je comprends le point de vue et il est vrai. Je pense qu'il a juste 2-3 ans. Parce qu'au début, Oui. effectivement, quand ça a commencé, les youtubeurs, on pouvait en faire ce qu'on voulait quasiment parce qu'ils étaient tous en train de se lancer. Et puis, à partir du moment où ils arrivaient à un certain niveau, bon, voilà, nous on les sollicitait et ça se passait bien. Maintenant, ils sont arrivés à un niveau de star, certains. Bien sûr. Donc, ils choisissent leurs opérations. Donc, concrètement, ils vont te dire non pour une vidéo, ils vont te dire non pour ce message-là, ou alors ils vont te faire comprendre, ou alors ils vont te renvoyer vers un autre. Maintenant, ils se considèrent également comme des journalistes. Ils ont une opinion, ils ont des goûts. Ils estiment que s'ils font une vidéo sur votre jeu et que le jeu ne leur plaît pas, ils vont trahir leur communauté et ils vont devoir se justifier auprès de vous pour vous dire ouais, mais t'as fait une vidéo sur ça, t'as été payé, ça se voit que t'as été payé et je t'aime pas. Ce qui est une problématique de journaliste. En plus, hein. Ils sont obligés de le dire quand Bien ils sûr. sont payés. Il y a des lois en fait. Effectivement, ouais. il suffit sur votre vidéo YouTube, Sponsorisé. vous regardez en dessous, il doit y avoir écrit que c'est sponsorisé. Si ce n'est pas écrit, c'est que c'est pas sponsorisé. Après, le mec peut crier en disant non, mais moi j'adore le jeu. Bon, alors j'ai pris l'argent, mais j'adore le jeu. Mais c'est normal, ils sont obligés de le dire, même Ouais, s'ils adorent le jeu. Donc ils sont un peu coincés à chaque fois. Mais cette réaction-là, justement, c'est une réaction très journalistique, entre guillemets. C'est-à-dire que trahir, si dans un canard on écrivait, mais de bonne foi, parce que sur la preview, on nous avait dit que le jeu, il y aurait ci, il y aurait ça. Peter, encore toi. Ah non, c'est l'autre. Et finalement, on fait un dossier et les mecs reprennent avec leur recul, c'est facile de critiquer, mais on se dit ouais, vous avez fait la couverture sur tel jeu et tout. C'était 1 an avant la sortie du jeu et effectivement, on y avait cru. Et c'était aussi trahir notre communauté à l'époque. Donc c'est une problématique et c'est rigolo que finalement, maintenant, ils y arrivent aussi. Oui, bien sûr. Puis ça change aussi par rapport à votre comportement du consommateur comme ça, c'est que vous, à une époque, effectivement, on le disait tout à l'heure, mais il n'y avait que la presse qui vous donnait un avis. Maintenant, vous avez vos youtubeurs, vous avez la presse en plus, vous avez vous-même, vous avez des démos, des bêtas, etc. Vous avez accès au jeu en plus. Vous avez accès au jeu, donc en fait, vous pouvez croiser les informations. Donc, c'est pour ça que je dis que, c'est bien ce que tu disais, le marketing, on ne peut pas mentir. On peut régler le curseur, on peut insister sur un aspect plutôt qu'un autre, mais on ne peut plus mentir. Surtout pas dans le jeu vidéo, en fait. Après, il n'y a vraiment que le matraquage, les grosses machines qui se mettent en place pour essayer de sortir quelque chose. On pense aux Electronic Arts, aux Blizzard, Oui, etc., sur les grosses licences, les Ubi. Ouais. Mais sinon, sur un jeu normal, entre guillemets, s'il y a une arnaque, vous allez très très vite au courant et vous n'avez pas besoin de nous, entre guillemets. Nous, en termes de médias, on a des études de YouTube, de Twitter, etc., sur l'attention que vous portez aux publicités. Et d'année en année, ça diminue, en fait, concrètement. Maintenant, je crois que c'est entre 2 et 4 secondes sur une publicité que vous regardez avant de skipper complètement. Donc 2-4 secondes. Et vous êtes sollicité sur 10 jeux par semaine. Donc on est obligé de régler le curseur, parfois d'insister. Et les influenceurs servent à ça, en fait. Parce que vous regardez plus les influenceurs parfois que la télé. Alors, toute votre génération regarde plus les influenceurs que la télé. Donc c'est aussi là où on doit régler notre curseur. La presse papier a été en difficulté à cause de ça. Parce qu'il y avait de moins en moins de gens qui la lisaient parce qu'ils avaient des sources d'informations qui étaient gratuites, potentiellement. Donc ça a changé la façon de consommer les médias et le jeu vidéo. Caféine en parlait, donc ça nous permet de continuer un peu sur cette thématique, sur les développeurs indépendants et le marketing, justement. Est-ce qu'on communique pareil quand on est indépendant? Et tu disais tout à l'heure, et je reprends là-dessus pour rebondir là-dessus, des fois tu vas rien passer et puis d'un coup le jeu sort, on dit mais il sort d'où? C'est ça. Voilà. La problématique après, pour les devs indépendants, c'est une problématique de moyens, tout bêtement. Quand on parlait tout à l'heure d'équipes et tout, eux, ils n'ont pas des équipes. Ils sont tout seuls chez eux les 3/4 du temps ou avec leur groupement, leur collectif. Et on va passer à côté d'énormes jeux, des trucs, des perles, qui vont parfois être récupérés, entre guillemets, sauvés des eaux par la presse, ou par des commentaires, ou par un petit blog complètement inconnu, qui est lu par un mec qui bosse pour un magazine un peu plus connu, etc. Et la chaîne remonte. Mais les 3/4 du temps, on ne peut pas parler de marketing. Donc il n'y en a pas, ou alors ils ont la chance d'être dans un collectif, entre guillemets. Il y a maintenant des associations, etc., qui vont s'occuper d'essayer de promouvoir le jeu. Pour les aider, pour leur donner les moyens de le faire, créer un peu de buzz autour, entre guillemets. Et c'est la partie la plus difficile parce qu'on peut faire le meilleur jeu du monde. S'il n'y a pas du tout de visibilité autour, non. C'est le décès assuré. Et les succès d'estime, on parlait tout à l'heure du jeu qui a fait 4000 ventes, même si la presse en dit énormément de bien, maintenant s'il n'y a pas de rebond, tout le monde est tellement sollicité, tout le monde retourne tellement sur son jeu multi, sur son jeu solo qu'il adore, il ne se passera pas grand-chose. Donc c'est hyper dur. Moi j'ai des potes des vendés, donc je vois bien comment ça se passe de l'autre côté, et c'est hyper difficile de se dire ok, j'ai fait un jeu qui tout le monde l'apprécie, mais finalement personne n'y joue. Donc en plus moralement c'est hyper dur.
Laurent pourra peut-être en parler justement. Tu as bossé donc pour la PGW sur l'espace Made in France où il y avait beaucoup de jeux indés. Tu peux peut-être nous parler justement d'une spécificité qu'on t'avait demandé pour promouvoir du jeu indé sur la PGW. L'idée, c'était effectivement de promouvoir la création française. Ça fait 2 ans consécutifs qu'on le fait maintenant. Et c'était vraiment c'était drôle d'ailleurs parce que nous, on est là en tant que dernière personne sur le lancement de la communication, quoi. Et donc on revient avec je commence toujours un bon rendez-vous par dire je dis toutes les conneries au début, comme ça évitera d'en faire après. Donc je viens vraiment en essayant de décortiquer les scénarios, de regarder un peu un bout de gameplay, de me dire voilà, qu'est-ce que t'aimerais vraiment pas qu'on dise ou qu'on représente. Et on le fait avec plus de 20 studios. Alors, ce qui est plutôt cool, je ne sais pas si vous avez vu ce stand au Hall 2, par Jeux Made in France, mais vraiment le cahier des charges, c'était de dire, de présenter chaque jeu avec son univers qui le distingue des autres, mais aussi, comme on est en train de promouvoir la création française, de vraiment imaginer un lieu commun. Et de manière à ce que, alors il fallait qu'on invente aussi le sens de circulation. C'est ça quand je dis aussi le marketing et le savoir-faire et le faire savoir, hein, qui interagissent constamment entre eux. C'était aussi de dire comment les gens vont rentrer dans l'espace, par quoi ils vont être attirés. Et donc on sait que c'est facile de faire un beau décor, un beau événement pour un gros jeu, mais pour le petit jeu où on doit être à un moment dans le parcours pour que les gens ne le loupent pas. C'est ça aussi le truc en fait. Et donc, d'où on a fait des plans improbables, en rond, en carré, en travers, enfin, pour essayer, parce que ne serait-ce que amener les gens là où on veut les amener, c'est compliqué, en fait. Et surtout dans un espace où vous êtes extrêmement sollicité, où on ne peut pas jouer. Moi, j'ai envie de dire, un endroit comme ça, on tamise un peu la lumière, on fait déjà quelques effets et on construit un bout de décor, on met du son. Tout de suite, on sent quelque chose. Mais dans un endroit comme la Paris Games Week, c'est tellement compliqué de sortir l'aiguille de son épingle du jeu qu'il faut vraiment agir sur l'élément distinguant. Donc en fait, on l'a fait une première année avec beaucoup de requêtes et en se disant ça c'est possible, ça c'est pas possible. Le truc qui revient, c'est qu'effectivement, hélas pour les indés, il n'y a pas beaucoup de budget. Et que même nous, on est passionnés comme tout le monde et on est prêt à faire nos propres sacrifices parce qu'on a l'impression que ça va faire aussi avancer le Schmilblick et également notre Schmilblick puisque c'est une vraie vitrine. C'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que quand on n'a pas d'argent, on revient toujours en ère de la guerre. C'est dur de pouvoir communiquer. Donc, de ce fait, on se fait plaisir. C'est vrai que d'avoir des jeux qui ont un peu plus de moyens, du coup, on arrive à faire de jolies choses sur des petits studios qui ont moins d'argent. Et c'est ça qui est important, c'est des événements comme la Paris Games Week, avec Jeux Made in France notamment, qui permettent effectivement une vitrine pour une trentaine de studios indés, quoi. Et là, c'est pas assez le cas partout. À Brial, donc c'est vrai que Dontnod, on n'est pas là pour refaire le débat de studio indé ou pas, mais votre façon à vous d'aborder, notamment pour Vampire, puisque tu es venu avec un joli t-shirt. Je suis enfin sur le jeu le 5 juin, donc ça c'est c'est déjà important. Bam, hein, ça c'est fait. C'est l'exclu ou pas, quoi. Comment vous allez aborder votre com en tant qu'indé, voilà. Mais c'est vrai que, comme je disais aujourd'hui, même pour un studio indé, même pour nous, en tant que, on se considère quand même un gros studio. Maintenant, on est 150. Vous êtes plutôt donc on appelle ça un studio double A. C'est un peu dans la norme, mais bon. Dans tous les cas aujourd'hui, si en amont vous n'arrivez pas à vous fédérer une mini communauté autour de vous, autour de l'identité, de vos valeurs, de ce que vous voulez vraiment transmettre, c'est déjà compliqué parce que si vous n'êtes pas en avance sur le cycle, parce qu'il faut aussi parler d'un cycle sur notre marché, hein, il y a 10 ans c'était la Wii U qui cartonnait, tout le monde était sur la Wii U, la 3DS. Ensuite Apple est arrivé avec iOS et là on pouvait vraiment travailler en direct avec Apple pour faire des jeux. Donc là il y a énormément de développeurs qui se sont mis, qui ont fait vraiment des très bons trucs sur iOS. Et puis ensuite PS4, Xbox a ouvert les vannes aux indés, hein. À l'époque on pouvait pas travailler en direct avec Microsoft ou Sony. Il fallait se battre et surtout qu'il fallait être un très très gros studio, montrer qu'on avait de la force pour pouvoir travailler avec eux. Et maintenant, depuis quelques années, on peut le faire. Et ça, c'est une bonne chose, parce que ça apporte justement des nouvelles choses sur le marché. Alors effectivement, Steam, le service est génial d'un point de vue consommateur, mais d'un point de vue d'un studio aujourd'hui, c'est très compliqué parce que, comme chez Apple, maintenant, il faut pousser des coudes, il faut être super malin, il faut arriver justement déjà avec une communauté sur la plateforme et ça c'est super important. Alors après d'un point de vue Dontnod aujourd'hui, c'est vrai que nous on s'est toujours appuyé sur des éditeurs parce que d'une part
c'est dur de partager le risque qu'on n'a qu'un éditeur qui puisse financer. Donc on a du mal aussi à investir, même si on a investi un petit peu sur Vampire. On partage l'IP avec Focus, mais que ce soit sur Life is Strange, soit sur Remember Me, on a été financé à 100% par nos éditeurs, même si on a apporté le concept, même si toute la création vient de nous, mais effectivement, c'est un travail de main dans la main, et nous, ça nous a apporté de nous rapprocher de notre communauté. On a 2 personnes aujourd'hui chez Dontnod qui s'occupent de la communication en général, du suivi avec les éditeurs sur tous les communiqués, tous les posts qu'on fait sur Facebook, sur Twitter, etc., Instagram. Enfin, ça devient énorme. On a 2 millions de followers sur Life is Strange, par exemple. Donc ça, on reçoit tous les jours, on a des lettres de fans, il faut leur répondre, il faut adresser, il faut vraiment, nous, notre gros job aujourd'hui, c'est vraiment de se rapprocher de cette communauté, de la faire venir, lui transmettre nos valeurs, et ça, pour nous, c'est le plus important. Et je pense pour un studio, voilà, c'est travailler là-dessus, et puis ensuite, essayer nous, on aide toujours, moi, je donne toujours mes contacts, quand il y a un studio qui veut monter un jeu aux US, il faut quand même avoir un RP aux US, parce que les US, c'est quand même 50% de vos ventes. Ah. Donc il faut y aller. En Europe, il y a encore autour de 40%. En Asie, c'est encore balbutiant, mais encore les Chinois peuvent encore acheter sur Steam, donc ça va. Ou les Russes. Mais si vous voulez sortir un produit, voilà, le premier truc, c'est attaquer les US et essayer d'être malin, essayer de trouver des partenariats, même avec d'autres studios, pour vous partager un stand sur une PAX ou autre, quoi. Ouais. Aujourd'hui, ça, c'est important. Et même sur les salons, moi, ce que je reproche aussi un petit peu sur les salons, c'est génial parce que ça offre justement une visibilité qui est unique auprès du consommateur, même si maintenant on fait beaucoup de playtest, de focus group, etc. Mais il y a un truc qui est aussi qui est un peu après c'est le revers de la médaille, c'est que vous laissez la manette pendant ou le clavier pendant 5 minutes à un joueur, il a peut-être 5-10 minutes à passer sur votre stand, et puis il a peut-être pas le temps d'avoir de l'expérience en entier. Et nous, on s'est confronté aussi quand on a fait des tests sur des versions alpha ou bêta sur des salons, où on s'est dit, ah tiens, les gens, ils ont aimé, on était bien organisés, on avait fait des questionnaires, tout ça et tout, et finalement, les gens se sont amusés peut-être 5 minutes, et puis après, voilà. Et comme tu disais tout à l'heure, aujourd'hui, un produit, un jeu, faut assurer le service après-vente. Quand on lance une franchise aujourd'hui, faut aller plus vite que. On n'est plus comme à l'époque, on sort un produit dans un magasin, en 3 mois c'était réglé. Si ça marchait, ça marchait. Maintenant, il faut penser long terme, il faut penser franchise, il faut arriver à offrir un service derrière. Et c'est ça qui est important. Hein. Donc, moi, je pense qu'il faut toujours. Donc voilà, on essaie de donner un peu de conseils justement. J'aime bien donner beaucoup de conseils aux jeunes qui veulent se monter. On essaye toujours de donner pas mal de choses, des contacts, faut arriver, pousser un peu les coudes et essayer d'émerger, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui vont venir te voir après, là, dans le public. J'en connais 2 en tout cas. Ouais. Bon, voilà. Alors, justement, là pour échanger. Oui. Justement, on passe à donc dernier point de notre conférence. Good buzz, bad buzz. Donc, est-ce que c'est une nouvelle façon de communiquer peut-être ? Et puis, on conclura après cette dernière thématique. Alors, est-ce que justement, en termes de good buzz, bad buzz, vous avez peut-être des exemples, peut-être Caféine en tant qu'observateur du marché, tu as comme ça, pour introduire cette thématique ? Je pourrais vous parler de Star Citizen, mais il n'est pas sorti. En campagne vraiment marquante, c'est plus que des campagnes, c'est des impressions. C'est-à-dire que je suis assez admiratif du boulot qu'arrive à monter Ubi sur chaque titre, sur chaque licence. Malgré qu'ils vont se faire vanner. J'ai pas été le dernier pour les charger sur Far Cry 5, Far Cry 5. Et les mecs sont là, c'est pas grave. Ils sont là, ils vont cartonner sur les ventes, ils vont monter leur truc. Et je suis assez impressionné par cette constance. Du coup, ils ont réussi à imposer des licences où, à la base, on ne donnait pas cher de leur peau. Et tout le monde n'y arrive pas, même avec beaucoup de moyens. Après, les campagnes, je vais rien vous révéler. Pour moi, du côté inspecteur travaux finis, les mecs, les maîtres à penser du truc, ça va être les Blizzard. Enfin, Blizzard qui est, à mon avis, là, avec certains trucs japonais, mais qui n'arrivent pas forcément jusqu'à nous, qui font beaucoup de transmédia, donc ça nous touche vachement moins, mais qui sont aussi des trucs qui sont impressionnants, parce qu'ils sortent un jeu, il y a le dessin animé, le manga, le machin et tout, c'est impressionnant. Mais Blizzard, moi, ce qui me tue, c'est les moyens qu'ils arrivent à mettre dans la création d'un univers. Donc le perso, finalement, on est en train de jouer à Overwatch. Bon, disclaimer, j'aime pas Overwatch, tapez-moi. Mais par contre, je rate pas une sortie de perso. Les dessins animés sont incroyables. Les BD qu'ils ont mis en place, c'est important pour faire évoluer tout ça. Et on en revient au nerf de la guerre. Ils peuvent se le permettre parce qu'ils sont pleins aux as. Donc du coup, c'est hyper impressionnant. Mais tout le monde aimerait bien le faire. C'est juste pas possible. Mais
au-delà du tout le monde aimerait bien le faire, il y a des gens qui ont les moyens de le faire, qui peuvent pas le faire, parce qu'ils créent des licences, il n'y a pas d'affect. Il y a pas de... Les gens s'en foutent un petit peu. Et Blizzard, ils inventent jamais rien, mais ils sont hyper malins pour faire maturer des concepts, des jeux, et les vendre au public et les faire en sorte que les gens, finalement, ils ont vraiment une relation affective avec les persos, le jeu, etc. Et ça, c'est très très difficile à faire. C'est ce Dontnod a fait avec... Merci. Mais c'est des trucs hyper rares. Quand ça se passe bien, c'est génial. Mais pour moi, j'ai pas de... Est-ce qu'il y a une campagne marketing vraiment marquante parce que c'était un truc de fou? Sur cette thématique justement du good buzz, bad buzz, peut-être créé par le monde journalistique, repris par l'éditeur en mode tiens, c'est un bad buzz. Les bad buzz en fait qu'il y a, c'est à chaque fois c'est sur des produits où on nous a promis la lune et où ça backfire complet. Et du coup, il y a des spécialistes de l'overselling où vraiment on va dire oh là là, ce jeu on va pouvoir faire ci, ça, machin, ça va être génial. Et soit il sort pas. Soit il sort, et là c'est le drame, parce que maintenant il est sorti, on peut plus mentir, et les mecs se disent ah waouh, mais c'est de la merde. Est-ce qu'on c'est reparle horrible. de No Man's Sky? Man's Sky, mais No Man's Sky en plus, j'aime bien, je le défends. Oui, non mais Alien Colonial Marine, c'est des trucs, mais il y en a plein. Si on prend des, en fait, il y a des trucs qui vont décevoir une communauté maintenant en plus, parce que moi je pense, il y a des titres comme ça où c'était tellement monté en épingle que tout le monde les connaît. Mais par exemple, si vous êtes des vieux de la vieille, vous connaissez des vieux noms comme le Richard Garriott, qui est un des papas du MMO. Enfin si, du MMO aussi, mais du RPG, Lord British, du RPG occidental. Là, il vient de sortir la semaine dernière, c'est sorti d'Early Access, un truc qui s'appelle Shroud of the Avatar, qui est son nouveau MMO. Donc le mec a planté déjà plusieurs projets chez NCSoft, à qui il a coûté quelques millions, faut quand même pas l'oublier. Mais il y a des mecs qui l'ont oublié, c'est les mecs qui ont donné l'argent pour ce titre, en crowdfunding. Et le jeu est... vous pouvez aller le télécharger. Non, je crois qu'il faut l'acheter sur Steam, donc ne l'achetez pas. Moi, je l'ai eu gratuitement. Et waouh, c'est rien que l'interface, on se dit, mais c'est pas possible. Et donc, c'est un truc que certaines personnes attendent depuis des années. Ils ont donné de l'argent pour ça. Et donc là, il va y avoir un bad buzz énorme qui commence, mais qui est tout petit. Alors, je faisais la blague Star Citizen parce que tout le monde connaît l'histoire maintenant, mais ça va être un petit Star Citizen. Sauf que là, il est sorti, donc il peut plus mentir. Ce que redoute Chris Roberts à terme, parce que le jour où le truc sort, ça va être drôle. Regardez, il y a des vidéos cette semaine, on rigole beaucoup avec la 3.1. Abrial, tu voulais... en fait, il y a... Dans le marché du jeu, pour moi, c'est complètement irrationnel. Il y a vraiment des choses... je sais pas, on attendait à l'époque, c'est comme Half-Life 2 qu'on attendait. Half-Life 3 sortira je parle même pas de Duke Nukem, je parle même pas de trucs. Enfin bref, c'est vrai que quand t'es joueur et quand t'attends une suite, c'est horrible. Je crois que c'est ce qu'il y a de pire en fait. Mais c'est ce qu'il y a de pire pour le développeur aussi. Mais oui, parce que il y a une pression telle dans le studio que tu te dis qu'est-ce qui va se passer. Je fais une aparté juste pour Star Citizen, je te coupe parce qu'en fait il y a des trucs que nous on connaît, c'est des histoires qui sont derrière en fait, qu'on raconte parfois dans un reportage, dans un article, mais que les gens oublient. Et dans le cas de Star Citizen, on en parlera off, mais s'il n'y avait pas eu Microsoft, les gros jeux, un Star Lancer, etc., s'il n'y avait pas eu l'éditeur pour mettre un point d'arrêt au développement et virer Chris Roberts, en fait, pour pouvoir finir le jeu, le truc ne serait jamais sorti. Donc le mec a une notoriété qui finalement n'est pas la sienne, puisque c'est même pas lui qui a fini le jeu, qui a fait en sorte que le truc fonctionne. Donc voilà, c'est très compliqué à gérer. Non mais c'est vrai, maintenant, depuis l'avènement des réseaux sociaux, n'importe quelle rumeur devient complètement stupide. Et c'est vrai que sur No Man's Sky, Sony a été a vendu un triple A alors que c'était malheureusement un double A, voire un simple A, mais il y avait quand même des très bonnes idées derrière No Man's Sky, et c'est dommage, ça a été descendu. Moi, j'ai passé une vingtaine d'heures dans le jeu, je me suis vraiment amusé. Mais après, voilà, est-ce que ça valait vraiment 50 €? Après, il y a une notion aussi de rapport. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on se dit, on va acheter une boîte, on se dit, il y a le rapport entre la boîte et le contenu. Il y a aussi ça, il y a le rapport facial maintenant, quand tu te dis, maintenant, je sais pas si encore beaucoup de gens ici achètent les jeux full price. Où vous attendez, il y a tellement de jeux qui sortent aujourd'hui, vous vous dites, bon, allez, je peux jouer dans un an, de toute façon, il sera pas démodé, hein, mais...
Donc voilà, après il y a entre les attentes et ce qu'on a au final, c'est vrai qu'il y a des fois ça devient complètement hallucinant quoi. En Bad Buzz, c'est ça que c'est ce qui a tué No Man's Sky. Enfin, si le jeu avait pas été, en fait, il y a eu deux trucs, c'est que Sony l'a survendu, mais il l'a survendu via son créateur. Voilà, tout à Donc fait. à quel moment il a joué le voilà, jeu, alors à quel moment le mec a fait du Peter Molyneux, je vais finir par dire son nom quand même. Il a dû s'excuser pour. Voilà, à quel moment le mec a suivi les conseils de Sony, à quel moment il croyait ce qu'il disait en fait. Donc je sais pas. Tu vois, par contre, j'ai pas du tout. Puis, je connais pas le mec, donc. Puis moi, après, il y a un deuxième phénomène aussi, c'est le problème des sociétés cotées. C'est-à-dire que le problème du jeu que tu vas sortir au quarter. Si combien de fois des studios qui étaient obligés de se speeder justement, bah, on voit les patchs Day One. Enfin ça, on y passe tous par là maintenant. C'est l'horreur. Le patch que tu vas encore retravailler dans 3 mois. Enfin, tu l'as déjà tout anticipé parce qu'il faut que tu tiennes une date parce qu'il faut que ce soit dans les comptes de résultats de l'éditeur et t'as pas le choix, bah, il faut délivrer quoi. Donc bah, tu vas délivrer, il va manquer des bouts, mais voilà. Après, Alors, tu vends ton jeu en bout quoi. Je venais Far Cry 5, mais jouez-y maintenant parce que les bugs sont très drôles. Donc, tu veux peut-être en parler. C'est n'importe quoi. Non, moi, sur les Good Buzz, dernièrement, sur les dernières années, je dirais que c'est surtout les jeux indés qui en ont profité. Ouais, carrément. Tout à l'heure, tu as parlé de Fortnite, c'est pas un jeu indé, mais c'est l'exemple parfait du Good Buzz. Bien sûr. Il y a aussi des jeux genre les Firewatch, les What Remains of Edith Finch, les Rocket League, par exemple. C'est des jeux qui sont absolument pas destinés à ce succès-là normalement. Mais le côté endémique des réseaux sociaux, des communautés qui se mobilisent, etc., font que le Good Buzz va monter très rapidement. Après, le Bad Buzz, il y a des Bad Buzz injustes aussi. Le Bad Buzz sur les microtransactions, par exemple, parfois il est légitime sur certains jeux. Je ne vais pas balancer des collègues aux anciennes boîtes, mais voilà. Parfois il est légitime, parfois il est exagéré. Mais vous savez. Les lootbox. Les lootbox aussi, c'est le même principe. Ça existe parce que vous le demandez aussi en partie. En partie. Donc il y a un abus des éditeurs de certaines fois, c'est vrai. Une autre fois, c'est votre mode de consommation qui nous amène à faire ça. C'est le fait que parfois aussi les développeurs sont poussés de sortir le jeu très rapidement, donc on est obligé de vous vendre du contenu supplémentaire plus tard. Donc voilà, il y a un peu les deux dans Good Buzz, Bad Buzz. On va se laisser 5 minutes pour conclure du coup sur et demain. Vers quoi on va justement en termes de communication? On va dépasser peut-être le cadre du digital. Il y a notamment ce phénomène des curateurs Steam qui sont un peu remis en question. On ne sait pas trop où ça va. Demain, on va vers quoi en termes de communication et surtout de marketing jeux vidéo? Des pistes peut-être de réflexion. Allez, professionnels. Ouais. Et puis on passera aux questions. Restez avec nous. Bah, je dirais que pour moi, tout va passer par la distribution évidemment. Et puis moi, je reviens encore une fois à connecter sa communauté. Je pense que bientôt, on aura de moins en moins de barrières à l'entrée entre le jeu et le joueur. Et effectivement, avec le streaming, ça va apporter beaucoup de choses. Imaginez que Google, un jour, ouvre les vannes et sur YouTube, vous appuyez sur un bouton, vous rentrez directement le jeu, vous pouvez challenger le YouTuber, etc. Comme déjà Microsoft commence un peu à le faire avec Mixer, où les spectateurs vont pouvoir aussi interagir avec les choix du YouTuber. Donc tout ça, ça commence à arriver dans les années à venir. Les add-ons de Twitch aussi. Et donc encore une fois, effectivement aussi, comme tu disais, on peut plus mentir. Donc aujourd'hui, si on veut vraiment on veut vraiment vous plaire et vraiment vous toucher, et c'est le plus important, c'est que le jeu soit fun. Bah, de toute façon, on peut plus mentir. Il faut que le jeu soit de qualité. Ça, c'est déjà. Vous pouvez plus arriver sur un marché. À l'époque, on pouvait vendre, dans des boîtes, c'était un jeu pourri, mais c'était votre grand-mère qui l'a acheté. Océan. Toutes les adaptations de films des années 90. On a plein d'exemples. Mais aujourd'hui, effectivement, vous êtes tellement renseignés, vous êtes tellement informés. Maintenant, il faut créer la surprise. On peut plus montrer de choses. Moi, chez Dontnod, on peut rien montrer parce que on veut vraiment créer la surprise, apporter quelque chose de neuf. Et pour ça, il faut avoir quelque chose de qualité, quoi. Il y a plus le choix. Il faut avoir la meilleure review. Et pour ça, sinon, déjà, vous vendez pas. Et en plus, derrière, si vous communiquez pas, alors là, vous êtes, c'est fini, quoi. Donc, non, il y aura. Moi, je pense que les barrières vont commencer à tomber entre le public, entre justement les spectateurs qui veulent devenir. Alors, c'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de spectateurs qui regardent les autres jouer. Nous, on a vu sur Life is Strange, c'est à peu près 50% des gens qui ont vu ou qui ont joué à Life is Strange. Ils ont regardé quelqu'un de leur famille jouer ou un ami. On a eu plus de 10 millions de vidéos qui ont été partagées, donc vraiment uploadées par les joueurs qui voulaient vraiment partager leur expérience. Donc ça aussi, c'est important. Donc c'est vrai que le média vidéo est vraiment, je dirais que c'est le plus instantané aujourd'hui. Hein. Et je sais pas dans quelle mesure en plus ça va pas influencer une part du développement des jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on va... C'est déjà le cas. Ouais, c'est déjà le cas, mais justement à terme on est vraiment encore entre guillemets au début, mais de faire les jeux les plus streamables, les plus youtubables,
Et du coup, je sais qu'Amazon a essayé avec 2 titres là qu'ils ont complètement, où ils ont fait de la merde, faut le dire. Donc ils les ont rangés dans la poubelle. Et je sais pas ce qu'ils vont devenir, mais c'est des trucs. Il y a énormément de travaux là-dessus, quoi. Justement, on parlait, tu vois, Nvidia, maintenant ils ont un mode photo 3D Exactement, en 360. ouais, Encel, Et, ils m'ont expliqué, ça cartonne leur truc. Ils partagent ça. Et tu peux te faire tes cartes postales. Enfin, ça fait des trucs de fou. Il y a tellement d'outils maintenant hyper viraux et puis qui apportent chez la collectionniste derrière. Parce que ça aussi maintenant je vois. On a un bouton share sur une putain de manette de PlayStation. Enfin, je veux dire, c'est un truc. Quand j'ai vu ça la première fois, j'étais là, wow. Peut-être Arnaud veut participer, donc on est en train de dire que les joueurs deviennent eux-mêmes prescripteurs, c'est ça? Tu peux peut-être... En fait, maintenant, le mode spectateur dans un jeu fait partie du cahier des charges de développement. Clairement. Si un jeu e-sport, un jeu compétitif n'a pas de mode spectateur, son potentiel commercial, son potentiel Twitch, son potentiel YouTube est forcément extrêmement réduit. Donc ça fait partie. Tout l'aspect collaboratif dans un jeu doit être pensé. Ubisoft est très fort là-dessus, pour faire en sorte de lier votre compte de jeu à Facebook, par exemple, pour être capable de vous suivre un peu tout le temps. Ensuite, je mets aussi en garde sur le marché français est très particulier à l'échelle mondiale. On est le marché le plus conservateur de tous. C'est-à-dire que si on prend une analyse de ces 10 dernières années à peu près, les joueurs français veulent toujours de la nouveauté, mais ils consomment toujours la même chose. En fait. Et c'est un drame pour les développeurs comme Dontnod par exemple, ou Quantic Dream, ou Arkane Studio, etc. C'est vraiment un gros problème du marché français. Le marché allemand est beaucoup plus à aller chercher de petites nouveautés ou de tenter des choses. Donc voilà, je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Là, on a un risque de saturation, je dirais, du marché, avec tellement de jeux qui sortent et tellement de jeux qui prennent beaucoup de temps en même temps. Donc il y aura un équilibre à trouver entre ce que vous attendez, ce que les éditeurs sont prêts à mettre. Et nous aussi, on aura besoin des développeurs, les éditeurs, de comprendre exactement combien de temps est-ce que vous avez à attribuer un jeu, combien d'argent est-ce que vous avez à attribuer à un jeu. Donc voilà, en fait, on est dans une phase, je pense, où tout le monde est en train d'essayer de comprendre exactement comment est-ce que le marché est en train d'évoluer. Blizzard est en avance sur ça, a été en avance sur ça, sur la compréhension de la communauté, la compréhension du cycle de vie, du post-launch, des éditeurs comme Wargaming notamment. Je fais exprès de citer des boîtes dans lesquelles j'ai pas bossé, je précise, sont aussi très bonnes là-dessus. Mais bon, voilà, ça va continuer à se développer dans ce sens-là. Il y a un truc que vous allez beaucoup entendre, à mon avis, dans les années à venir, c'est tout ce qui est Game as a Service. Donc, on sort plus un jeu, on sort une licence, on sort une plateforme, et derrière, on fait tout pour que vous en sortiez pas, à la Facebook. Donc, c'est aussi ce que tente de faire un Ubi quand il sort le mode arcade sur un Far Cry 5. C'est des trucs que vous allez voir de plus en plus. On veut faire vivre la licence, on veut faire vivre le jeu à travers 1 milliard de modes. Tout le monde s'extasie devant la durée de vie de GTA V, mais GTA V, il y a 170 modes dessus sortis. Par les mecs de Rockstar, pas par la communauté. Donc c'est un boulot de malade, et derrière, ils font du data mining en permanence pour savoir ce qui marche pas, ce qu'il faut virer ou pas, quoi. Tu as pris un bon exemple sur Ruby, hein. Ils avaient annoncé justement qu'ils faisaient maintenant plus d'argent dans l'in-game sur du Rainbow Six ou sur d'autres franchises que de sortir des nouveautés en fait. Rainbow Six, en fait, ça a été tellement ils ont réussi à fidéliser une communauté, à les engager, et ça c'est un excellent exemple, je trouve, de sauvetage, entre guillemets, mais le jeu était bon, mais a complètement foiré son lancement, n'a pas trouvé son public, et finalement, les mecs qui ont commencé à y jouer, ils avaient fait boule de neige, mais à rebours. Mais le truc malin, c'est qu'Ubi aurait pu tout à fait dire je lâche l'affaire, j'y vais pas. Il y a des jeux comme ça qui ne trouvent pas leur public, alors qu'ils sont fantastiques. Je prends l'exemple de Titanfall 2 chez EA, qui a complètement foiré le lancement, parce qu'ils ont lancé juste 3 FPS le même mois. Quelle bande d'imbéciles. Et Titanfall 2, ils ont racheté, quoi. Voilà, c'est un truc de fou. Et Titanfall 2, c'est actuellement le FPS le plus dynamique, avec le moteur qui finalement n'est pas gourmand, etc., qui marche très bien. Il y a des trucs qui déconnent dedans, évidemment, il n'est pas parfait, ça se saurait. Mais voilà, l'éditeur ne le supporte pas du tout. Par contre, le dev continue de rajouter parce que c'est leur licence, c'est leur gagne-pain. S'ils écoutent Electronic Arts, ils ferment la boîte. Donc des fois, les mecs se battent entre eux, et on parlait des relations, on a besoin d'éditeurs, machin. Des fois, ça se passe pas très très bien. Donc, je pense qu'ils auraient adoré sortir à un autre moment. Mais le jeu était très bien. Et la communauté, elle est toute petite, mais elle est là. Elle était déjà là sur le 1. Mais c'est incroyable finalement que le jeu soit encore vivant quelque part. Donc, bon. Mais c'est le game as a service, ça va être. Vous allez en bouffer. Eh ben, on va finir là-dessus, puis on va faire travailler Nicolas un peu. Nicolas, viens nous voir. Tiens. Alors Nicolas, voilà, n'hésite pas à faire répéter les questions. Hop. Allez. Ok, des questions. Alors, tu peux le lancer. Non, j'ai pas envie de tuer. Je sens pas sportif, ou alors il a pas confiance dans ses capacités de.
Ouais, bonsoir. Bonsoir. Donc, tout d'abord, vu que CAF parlait des différences entre preview et test, je ne peux pas résister à l'envie de vous recommander le podcast numéro 16 de Gameblog, un très court et très vieux podcast avec des anecdotes incroyables. Balancer des trucs. Un On Bioforge. n'aurait peut-être pas dû balancer d'ailleurs. Mais ma question, c'était, vous en avez un peu parlé, notamment à Brial, mais comment au niveau marketing on peut ou on doit gérer la communauté des joueurs? Je pense bien sûr à Amplitude Studio qui fait pas beaucoup avec la communauté, voire justement peut-être même un peu de conception de certains jeux, je crois, avec une partie de la communauté. Ouais, en fait, non, c'était vraiment dans leur modèle. Dès qu'ils ont monté le studio, ils ont voulu vraiment travailler avec la communauté pour faire leur jeu, quoi. C'était le game, ils ont appelé ça le game for players, je me souviens plus, mais c'était vraiment l'idée de base, c'était comment arriver quasiment à avoir la communauté en tant que coproducteur du projet. Parce que on les sollicitait toutes les semaines pour choisir un truc. Enfin, ils avaient mis en place c'était vraiment très rodé. Il y avait un vrai process. Et c'est vrai que c'est très compliqué. C'est très compliqué de mettre ça en place parce que ça demande beaucoup d'aller-retour, ça demande beaucoup d'investissement. Alors après, voilà, il faut trouver les limites. Je pense qu'ils ont vraiment réussi à trouver avec leur communauté un bon équilibre. C'est pour ça d'ailleurs que Sega les a rachetés derrière. C'était vraiment parce qu'ils avaient mis ça en place et qu'ils avaient en plus fait des bons jeux, donc ça fonctionne. Ouais. Je trouve qu'il y a un problème avec cette méthode, c'est que les joueurs sont loin d'avoir tous les connaissances des cycles, enfin comment on développe un jeu en fait. Je le vois avec PUBG en ce moment, PlayerUnknown's Battlegrounds, c'est encore lui, qui se dit ok, on s'est foiré sur la dernière map, la prochaine on va la développer en collaboratif. Donc ils sortent une map avec un client séparé, sans texture, sans rien, etc. Et qu'est-ce qu'on voit dans les streams, dans les chats des streamers qui jouent déjà au truc parce qu'il n'y a pas de NDA, machin, on développe en open avec la communauté. C'est les mecs genre c'est la version mobile, mais c'est trop moche, mais pourquoi il y a ça ressemble à rien, il n'y a pas de mob dans les maisons. Les gens comprennent pas. Donc en plus, si le streamer répète pas toutes les 3 minutes, c'est la version c'est même pas une alpha, etc. Mais déjà dire version alpha, combien de gamers comprennent réellement ce que c'est qu'une version alpha? Donc c'est extrêmement compliqué de mettre ce genre de truc en place et d'avoir une communauté qui est là, qui va faire ce qu'on attend d'elle, mais qui en plus a le niveau pour comprendre ce qui se passe. Donc c'est hyper difficile et c'est aussi un boulot d'éducation entre guillemets sur le média que les gens ça comprennent ce que c'est qu'un behind the scene dans le cinéma et que Star Wars, oui, ils ont pas de sabre laser, etc. Mais dans le jeu vidéo, c'est pas le cas. On n'y est pas du tout. Ah, c'est très dur. Non, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment exceptionnel, ce qu'ils ont fait chez Amplitude, parce que, encore une fois, il y a peu celui qui peut se targuer d'avoir pu monter comme ça un projet avec sa communauté. Oui, bonsoir. Je voulais savoir, on parle beaucoup de jeux multi, game as a service, et les jeux solo, comment on fait pour les vendre alors? Nous, on en a un là, qui va sortir le 5 juin. Arrête, il va transpirer et tout ça. Non, on va poser la question à Arnaud aussi, parce que c'est vrai qu'on adore, on adore les jeux solo, mais c'est vrai qu'après, il y a une expérience qui se partage aussi. Mais ce qu'il faut, c'est arriver à raconter une bonne histoire, que ce soit fun, mais après, voilà. Moi, je vois mes enfants qui jouent en ce moment à Fortnite comme des fous. Bon, c'est vrai que c'est rigolo, ça mélange du Minecraft, il y a de la construction, il y a du réflexe, il y a de la vitesse. C'est vrai que c'est assez prenant comme jeu. Mais après, une bonne expérience solo. Moi, j'ai toujours été un fan des jeux solo. J'ai joué. Je pouvais pas investir beaucoup de temps sur des jeux multi. J'ai fait un peu de multi sur du Doom, sur du Quake, sur du Duke, sur pas mal sur Wolfenstein aussi. Les classiques. Mais bon. T'as les bases. Ouais. Mais c'est vrai que j'adore l'expérience multi, mais l'expérience solo, c'est encore une autre expérience. J'adore Uncharted, ou des Tomb Raider, des actions aventures. Last of Us, c'est génial. Enfin. Voilà, c'est vraiment une expérience, c'est vraiment des manières de consommer, de jouer différemment. Après, je sais pas s'il y a moi, je pense que tout peut cohabiter, mais ce qu'il faut, c'est après le ratio chez les joueurs, en fait, ça dépend vraiment des joueurs. C'est un peu comme les gens qui vont au cinéma. On a vraiment des publics très différents. Mais si je prends mon exemple, c'est un très mauvais exemple qui va pas lui plaire du tout. Mais moi, ça doit être 50 heures de jeu. J'exagère. On va dire si je fais un ratio, peut-être 200 heures de jeu solo, ça va être 1500 heures de jeu multi à côté. Ouais, c'est clair. Et on est sur ce type de ratio, donc c'est hyper difficile de faire décrocher les gens. Et en plus, il y a le côté boule de neige dans le jeu multi qu'on n'a pas dans le jeu solo.
Donc c'est hyper dur. Mais Tous mes neveux veulent jouer à Fortnite parce qu'il y en a un qui a commencé à jouer à Fortnite. ouais, mais bah après voilà, tous les copains d'école jouent à Fortnite, donc ils veulent tous jouer à Fortnite, puis après ils passeront à autre chose. Mais tu vois, regarde, nous ce qui était étonnant, c'est qu'on a reçu des demandes d'un éditeur qui faisait du multi pour qu'on lui crée une campagne solo. Il voulait qu'on lui crée une aventure pour sa communauté, parce qu'il sentait qu'il voulait engager plus sa communauté, et que s'il offrait une nouvelle campagne solo avec une belle histoire, les mecs nous ont approchés pour ça. C'est ce qui s'est passé sur Titanfall 2 par exemple. Titanfall 2 était sorti qu'avec du multi sur le 1. Ils ont fait une campagne solo qui est extra sur le 2. Parce qu'ils se sont dit, si on veut vendre cet univers, si on veut qu'il soit ancré dans l'imaginaire des joueurs, il faut rajouter quelque chose. Et là, je vois Battlefront 2, là, on avait déjà joué au 1, bon, c'était pas mal, c'était sympa en multi, et encore, mais là, le 2, je m'attendais justement à une vraie campagne et tout, et le truc, c'était bouclé. Du coup, j'ai même pas joué au multi derrière, tellement j'étais énervé. J'ai fini le truc solo, j'ai fait bon, allez, je vais faire un map et tout. On parlait de Bad Buzz tout à l'heure. Voilà, ils ont vraiment morflé, quoi. Ça, c'est clair. Et c'était mérité parce qu'ils ont pas été malins. Ils auraient dû voir le truc arriver à 10 bornes. Ils ont pas été malins là-dessus. Alors que, bon, ils en ont sorti 2-3 des jeux, quoi. Je dirais juste sur la façon de marketer, tu le marketes de façon différente. En fait, c'est comme le cinéma et Netflix. En général, les jeunes comme vous consommez encore énormément le cinéma. Énormément. Dans toutes les statistiques qu'on a, vous allez encore énormément de cinéma et encore, vous avez un abonnement de Netflix en plus. C'est juste, on vous vend pas la même chose en fait. C'est quand on vous vend Fortnite, on vous vend du fun avec vos potes. Quand on vous vend Last of Us, qui est un énorme carton, on vous vend un truc complètement différent, mais l'histoire, on vous vend le scénario, on vous vend une ambiance, on vous vend les références à la Walking Dead, etc. Et ça marche aussi. C'est juste pas le même jeu, pas la même aventure, pas le même marketing, mais il y a la place pour les deux encore. Et ça marche même qu'on connaît toutes les ficelles. Hein. Moi, Et bien. Horizon, je l'ai acheté Day One full price en mode genre donne. Ouais. Et combien de personnes ont acheté GTA 5 juste pour le solo? Bien sûr. Il y en a encore qui jouent beaucoup sur GTA Online, etc. Mais à la base, c'était du solo. Non, donc il y a encore la place pour les deux. Après, le problème qu'il y a effectivement, c'est que les jeux persistants ou les jeux Game as a Service prennent du temps. Disponible, donc vous n'avez plus le temps pour autre chose. Et puis, moi, le premier, quand j'étais ado, j'avais joué à WoW. J'avais un personnage, j'étais un des druides les plus hauts de France, etc. J'étais super content. Pour m'arrêter, c'était un crève-cœur, quoi. J'avais passé tellement d'heures dessus, j'étais dégoûté. Et passer à notre jeu, ça a été se faire mal un tout petit peu. Mais donc ça, c'est une question d'éducation aussi auprès des consommateurs, leur dire ok, vous passez beaucoup de temps sur Fortnite, mais peut-être tu devrais essayer ce Last of Us 2, voilà, d'autres expériences aussi. Mais c'est deux offres différentes, vraiment. Oui, bonjour, je m'appelle Ama, je m'occupe des relations presse pour Plugin Digital et plus notamment Playdius, la filiale d'édition. Et donc ma question c'est, aujourd'hui il y a des voix qui s'élèvent, notamment chez les développeurs, qui disent que la presse ça sert à rien, ça vend pas. Alors est-ce que c'est vrai ou pas selon vous? C'est un truc qu'on entend depuis 20 ans. Ah ouais, d'accord. Enfin, je crois que je l'ai toujours entendu en fait. D'accord. Mais ça n'a pas changé. Et c'est vrai mais très souvent, on parlait tout à l'heure des jeux indés, tout le monde en dit du bien, le truc se vend pas. La preuve, elle est là. Mais derrière, quand tu es en train de dire du bien d'un jeu en pixel art, genre un Céleste, un Iconoclast, etc., bon, si les gens n'ont pas envie dans le timing de jouer à ça parce que tu as Fortnite, bidule, machin, truc, il y en a 50 qui ont aligné les dollars en face sur des gros projets ou qui ont un bon timing. Tu peux dire tout le bien que tu veux. Même moi, genre Céleste, c'est bon, j'ai fait 2 tableaux, quoi. Enfin, tu vois, et le truc est fantastique, mais t'as pas le temps. Donc tu vas avoir des streamers qui vont dire j'adore, c'est leur truc et tout. Je pense à un Mister MV, etc. qui vont flinguer le jeu en 3 jours en se disant c'était mortel, j'y retourne, je vais faire des trucs. Mais encore une fois, c'est pas pour ça que tu vas le vendre à 500 000 personnes derrière. C'est hyper dur. En tant que marketeur, je devrais confirmer le truc, mais je vais pas le faire. Mais tu peux. Hein. J'ai aucune illusion sur le truc. Il y a un truc qui est vrai, c'est qu'on n'a pas vu un énorme succès commercial qui a été défoncé par la presse. Non, ça n'arrive plus. Il y a une notion de prescription, c'est-à-dire que même si tu l'achètes pas, dans un coin de ta tête, c'est ça. Tu sais que le truc, il a été ça validé. Reste une porte d'entrée. Voilà, on en parlait tout à l'heure, mais il y a une époque où il y avait que la presse qui était prescriptrice. Maintenant, c'est plus le cas. Donc la presse donne un avis, mais il est moins puissant qu'avant, forcément, parce que vous avez plein d'autres moyens de vous renseigner sur le jeu. Donc effectivement, les éditeurs parfois peuvent dire des conneries comme ça en disant la presse est plus important. C'est juste qu'ils ne sont plus les seuls. En fait, ça. Et en plus, ça a varié, parce qu'avant on disait la presse et la haine était focalisée sur un magazine. Moi, chez des amis à vous, j'ai eu des t-shirts genre anti-moi, anti-mon magazine, parce qu'on avait dit du mal de Trackmania, pour tout vous avouer. Ça avait été une grande histoire.
Mais c'est aussi parce que voilà, la personnalité du mec qui est en haut de la boîte, etc. Mais ça, c'est des épiphénomènes. En revanche, en interne, les mecs vont se dire ok, on fait un jeu, mais pas en dessous de 90% métacritique. C'est-à-dire que maintenant, tu as le règne de métacritique et des agrégateurs de notes qui font flipper les huiles, entre guillemets, des grosses boîtes. Ouais. Mais c'est la distri, parce que la distri va pas prendre ton jeu. La distri, il n'y aura pas eu non plus le pays à cause de la distri, voilà, parce qu'ils ont imposé ça pour le consommateur pour qu'il y ait au moins un rating, même si ça correspond à rien en fait. À rien du tout. Rien du tout. Et puis, moi j'avais une autre anecdote, c'est qu'on avait sorti un jeu, j'avais juste ramené un petit. C'était un jeu qu'on avait fait avec. Ça, on avait fait une petite démo qui était dans un magazine à l'époque, mais ça c'était il y a 12 ans. Et là, c'était de l'autre côté, tu vois, c'était un jeu qui s'appelait Secret of Da Vinci. Et à l'époque, on avait, tu vois, tu parlais de Metacritic, on avait 80% de Metacritic, on avait eu 80% en moyenne chez PC Gamer. Et par exemple, en Angleterre, il y a un gars qui déteste les point and click, et le mec nous met 25%. Bam! La seule note qui fait descendre tout le Metacritic, parce que t'as un gars, on est tombé sur un journaliste qui, le mec, on lui a balancé ça dans la gueule. Et là, tu vois, encore une fois, la relation du bon RP qui va quand même au moins identifier les gens qui ont une affinité avec le produit, quoi. Et après, donc voilà. Et alors que le gars n'aimait pas les point and click, c'était un bon point and click, il était très bien, un très bon jeu qu'on a produit. Et effectivement, voilà. Et encore une fois, le règne du métacritique, parce que le distributeur va dire ah bah tiens, t'as chopé un 70, je vais pas t'en prendre 1000 dans mes magasins, je vais t'en prendre 500. Et ouais, comment ça se passe. Ouais, ça c'est vrai. Et c'est en plus en train de dépasser aussi par un autre règne, c'est la note lecteur. Si vous prenez sur jeuxvideo.com maintenant, la note lecteur est aussi bien mise en avant que la note. Et sur Metacritic aussi d'ailleurs, au passage. Ouais, c'est vrai. Il commence à agréger aussi. Et il y a des films Marvel notamment qui se font défoncer sur Rotten Tomatoes aux US, qui ont les pires notes, et ça fait un bad buzz énorme aussi, parce que maintenant vous donnez des notes qui sont quasiment aussi bien mises en avant que les notes de la presse. Surtout qu'en plus ça va fédérer, ça donne une voix à tous les haters. Donc c'est les mecs, c'est un peu je vais pouvoir me défouler. Donc du coup cette note, et je le dis pas pour prêcher pour ma paroisse, mais cette note a encore moins de valeur que la note justement des journalistes entre guillemets, et parce que quand on est rédac chef et qu'on a un mec qui aime pas les point and click, c'est pas lui qu'on va donner le test. Alors effectivement, parce que je vois des commentaires sur Gamecube, j'ai donc plein de potes chez Gamecube forcément, et les mecs disent ah oui mais lui il a encore mis une bonne note, c'est un Jean pixel art, blablabla. Bah oui mais bon, on va pas le filer, un mec qui aime pas ça, c'est complètement con. Donc c'est normal. Et encore une fois, les gens n'ont pas forcément le recul nécessaire pour se dire ah, moi je vais lire les tests de ce mec-là parce qu'on a à peu près les mêmes goûts, etc. Non, il y a des mecs qui vont les prendre en grippe et qui vont dire ah c'est nul. Et c'est hyper compliqué. Et cette note lecteur agrégée dans ce genre de truc a un poids maintenant qui moi me dérange. Pas parce que ça fait un contrepoids, au contraire très bien, mais parce que je sais que ça va être exploité par les concurrents, ça va être exploité par des haters à 2 balles, et que c'est tout ce qu'on n'aime pas finalement dans Internet. C'était la petite maison dans la prairie dans les années 90, genre ça va être génial et tout. Je fais ah non, en fait non, c'est la coulée de boue qui descend le truc là. Et c'est un peu compliqué, quoi. C'est aussi le boulot des community managers dans les studios, c'est pour ça que c'est bien qu'il y en ait, et des mecs du marketing dans les studios aussi, c'est de désamorcer, de rationaliser un tout petit peu le truc. Les 3 mecs qui te chient dessus sur Twitter, c'est ça. Exactement. Ils vont parler beaucoup, mais c'est ça. Ah oui, ils parlent beaucoup, ça, c'est sûr. Voilà. Mais par contre, on a tous connu, moi j'ai des amis qui sont développeurs, il y a des gens qui sont au bord des larmes quand ils voient des commentaires d'un petit con qui a juste mis un truc rapidement. Eux, c'est des années de travail derrière eux. Et c'est le cas pour tous les trucs où on se met en avant. Donc demain, vous faites une appli à la Tinder et un mec qui dit c'est de la merde parce que les menus, je les trouve pas bien, ça va vous saouler. Et alors des fois, il y a des mecs qui sont genre rien à foutre, mais quand c'est un truc un peu où on a vraiment sué, on a fait un truc, on s'est impliqué, forcément les gars vont pas bien le vivre. Ça vaut le coup pour les magazines, quand les mecs critiquaient les magazines, quand on fait quelque chose tout bêtement. Et l'apport de salut de la presse là-dedans, c'est la qualité éditoriale. C'est d'être capable de publier quelque chose qui est plus argumenté ou mieux mis en avant ou mieux mis en scène que le mec sur Twitter qui va faire en 120 caractères résumé 4 ans de travail. C'est ça. Et là, c'est un problème. C'est-à-dire que gueuler, c'est de la merde, je le fais parce que c'est mon fond de commerce, c'est rigolo. Mais généralement, il y a 5000 signes, 6000 signes, 12 000 signes avant pour expliquer, pour arriver, genre, pour faire marrer les gens. Mais il y a un moment où c'est compliqué, quoi. Quand je vois certains commentaires, moi, c'est vraiment les commentaires des streams hier, là, sur l'alpha de PUBG, je me suis dit, ok, les mecs sont pas prêts. On croit qu'ils sont prêts, mais c'est pas le cas. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. Donc je suis venue notamment pour voir ce qu'il y avait d'autre que dans le marketing justement, mis à part évidemment tout ce qui est développement, conception du jeu vidéo, puisqu'il faut des compétences particulières. Mais d'un côté business, justement, si tout n'est pas marketing dans le jeu vidéo, alors quels sont les rôles clés et stratégiques dans cette industrie ? Pour faire parler des jeux, pour la communication ? Ou autre justement, enfin tout ce qui est de la production jusqu'à la distribution. Ah, c'est vaste.
J'espère que t'as un moment. Bon, on se revoit plus tard, les gens. Non, ce qu'on disait au début de la conférence, c'est que voilà, en tant que studio, tu peux être un créateur, tu as un concept, ou même un éditeur qui a un concept, il commence à réfléchir, à mettre en place une équipe. Ensuite, c'est vrai que le contenu fait beaucoup pour justement arriver à créer une identité, pour qu'on puisse donner nos infos à un product manager ou un directeur marketing, et puis au fur et à mesure de la production, on commence à tester, on commence maintenant à avoir des focus tests, à faire des play tests, rien qu'en alpha déjà bien en amont de la mise en production, déjà rien qu'en conception, on peut commencer déjà un peu à teaser aussi les joueurs et à orienter un peu aussi nos choix de design aussi, ça c'est important. Donc le contenu joue beaucoup évidemment, mais après derrière, il faut construire cette identité et c'est grâce au marketing qu'on peut le faire aussi, quoi. C'est vrai que nous, on a des idées en tant que studio. On aide beaucoup justement nos éditeurs. On leur donne toute la matière grise. On leur donne des artworks, on leur donne des vidéos. On participe beaucoup à l'effort de marketing, à l'effort de communication. Maintenant, c'est vrai que on est un des rares studios à avoir vraiment des personnes impliquées dans la communication avec les éditeurs. Donc vraiment, on les aide vraiment au jour le jour à créer justement les campagnes, à créer tout le planning, tout le rétro-planning derrière qu'on va mettre en place, à créer les piliers justement à la communication vidéo, des réseaux sociaux. Donc tout ça, maintenant, on a des plannings qui sont énormes et on suit au jour le jour pour que et qu'on puisse entre autres déminer dès qu'on fait une annonce, qu'est-ce qu'on dit derrière, qu'est-ce qui se passe. On a maintenant des wordings dans tous les sens où on nous prévient aussi que si il y a une personne qui dit ça, qu'est-ce qu'il faut répondre, ce qu'il ne faut pas dire et dire et pas dire. Ça aussi, ça fait partie aussi du rôle du RP, à nous aider là-dessus, à donner les bons messages. Mais surtout, comme je disais, c'est aussi nos valeurs. Il y a des choses, on va pas mentir sur ce qu'on fait. Ça, c'est le plus important. Mais derrière, effectivement, on est tellement dans l'irrationnel que des fois, un petit truc peut commencer à partir en vrille, quoi. Et voilà, donc il faut arriver, il faut trouver le juste milieu. Encore une fois, c'est une alchimie. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent moins. Il y en a qui marchent très bien. Quand ça marche, c'est exponentiel dans le jeu vidéo, on le sait. Mais bon, voilà, les deux vont ensemble. Dans les métiers, dans les trucs qui n'existaient pas dans les années 80, 90, etc., il y a des gens dans leur secteur qui ont découvert le média training, par exemple, justement, pour savoir parler aux journalistes et faire éviter les écueils et les trucs à pas dire, comment arriver à présenter le jeu, comment arriver à parler. Mais du coup, après, il y a des personnalités qui n'y arriveront jamais. Et il y a des gars qui sont très, très, très bons pour arriver justement à aborder un projet et, qui sont mis en avant d'ailleurs, parfois à outrance par une boîte parce que c'est un peu génial d'en avoir un. Mais ça, c'est des trucs qui n'existaient pas. C'était les gens par défaut ou le créateur dans les années 90. Mais au sein de la boîte, faire un effort pour trouver qui allait faire quoi, c'est relativement nouveau. Enfin, ça ne l'est plus maintenant, mais ça fait une bonne dizaine d'années. Mais avant, ça n'existait pas du tout. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, si D'accord, la pression. Donc, c'est un peu sur le thème sur lequel on était. Donc, pour savoir la relation entre le marketing et le développement. Donc, au tout début, on a parlé des indés qui font du marketing après le lancement, donc vraiment en fin de processus. Est-ce qu'il y a les AAA qui font souvent du marketing en amont et où la plupart des gens se retrouvent un peu entre les deux, ou vont prendre un peu le marketing en cours de route, et quelle va être l'interaction du coup entre le marketing et le développement vrai et l'influence de l'un sur l'autre. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai vu beaucoup de studios, c'est vrai qu'ils sont lancés comme ça, un peu, allez, je mets le doigt et je vais voir ce qui va se passer, et puis après ils se rendent compte que faut vendre le jeu à un moment donné, quoi. Il faut un marché. Et c'est vrai que maintenant, on a la chance en France d'avoir pas mal de capital games pour faire des événements. On a des clusters un peu partout, à Bordeaux, à Lyon, etc., à Montpellier. On commence à avoir des éditeurs indépendants aussi qui peuvent aussi maintenant commencer à aider des jeunes studios. Mais de toute façon, moi c'est ce que je dis. Moi je fais juste une intervention moi à Léonard de Vinci au MBA et de toute façon je leur dis si aujourd'hui il faut que vous ayez une idée claire de à qui vous voulez vendre votre jeu, ce que vous voulez mettre dedans et vous devez y réfléchir déjà dès le départ. Alors c'est bien, c'est vrai, tu peux avoir une super idée rester dans ta cave pendant 2 ans et après tu vas ressortir et dire regardez j'ai un super jeu, c'est super mais on sait pas qui t'es, d'où tu sors. Alors peut-être que ça peut marcher pour 1 mais ça marchera pas pour 10. Et donc, non, c'est encore une fois, on est sur une industrie aujourd'hui où il faut arriver à émerger. Donc, il faut déjà commencer vraiment avec déjà ton idée. Je vais pas revenir sur les fondamentaux, mais il faut que ton jeu soit fun. Si déjà c'est pas fun, si tu n'arrives pas à vendre un jeu fun,
Et ça, faut le dire, je dis toujours aux créateurs, je dis, bon, maintenant, c'est bien, vous avez une super idée, mais si vous ne savez pas la vendre, comment vous allez faire pour la faire connaître? Et aujourd'hui, on n'est plus comme dans les années 80, on pouvait être à deux dans une cave, faire un truc, et puis le vendre à un petit éditeur, et puis vous pouvez faire un petit peu d'argent. D'ailleurs, maintenant, il y a plus d'échecs que de... Pardon. Plus d'échecs que de réussite, malheureusement, mais en même temps, on apprend, quoi. Mais... Donc non, il faut vraiment que vous ayez des... Et là, je vois sur le mobile, hein, je vois beaucoup de studios sur mobile où ils sont tout seuls à s'auto-éditer, à arriver en fait où ils parlent beaucoup avec leur communauté, mettre des notes sur Google, tout est organique, donc vous êtes obligé de répondre tout le temps. S'il y a des mecs qui mettent des mauvaises notes, vous tombez dans les charts et là vous restez plus dans le top 100. Et il y a des vraies mécaniques pour ça aussi. Il n'y a pas que l'argent, mais vraiment pareil, une relation. Il faut communiquer avec les joueurs, les consommateurs, sinon vous émergez pas. Donc donc suivant le support aussi, avec Sony, vous allez travailler avec Sony sur leur blog pour être visible. Chez Microsoft, il y a tout un programme des Xbox qui vous permet de vous mettre en avant, de vous financer, de faire des choses aussi, et de vous aussi d'émerger en tant qu'indé. Chez Steam, ça devient très compliqué. Mais c'est aussi l'esprit, quand même. C'est aussi l'esprit d'avoir justement un service autour des indépendants qui puissent émerger de leur cave et être présents au grand public, quoi. Voilà, c'est ce qu'on aime tous, qu'on aime bien voir des nouveautés sur le marché. Comme tu disais, il y a des trucs qui sont, mais ils sont dans le sous-sol de Steam. On aimerait qu'ils remontent sous les toits, quoi. Et malheureusement, la mécanique est devenue tellement automatique maintenant sur Steam que même avec tes 1 million de vues dès le départ, tu fais rien, quoi. C'est en 2 secondes, c'est claqué. Au niveau du développeur, en plus, il y a des trucs que les gens savent pas forcément et qui est intéressant, c'est que par exemple, il y a des développeurs qui vont se dire, ok, j'ai tellement le nez dans le guidon là que je sais pas si mon produit il est vraiment bien, etc. Donc ils vont faire venir des journalistes ou il y en a même des ex-journalistes dont c'est devenu le boulot, qui vont faire ce qu'on appelle des silent reviews. On va aller voir le jeu en plein dev, et puis là on va regarder le mec, on va faire genre. Et nous, moi j'ai vu des jeux, j'ai même vu des boîtes se fermer parce que les mecs se sont dit, ok, c'était the last chance le jeu, mais au moins ils n'ont pas perdu trop d'argent parce qu'ils ont arrêté assez tôt. Ou alors, ils sont passés à un autre projet parce que celui-là, ils ont fait plusieurs playtests mais avec des boulets comme moi, et les mecs, ils ont fait genre, finalement, non, celui-là va peut-être pas continuer. Ils vont faire des playtests avec les neveux, les machins, puis bon, quand les neveux, ils sont partis regarder les pépitos, ils se disent, ok, bon, c'est de la merde, celui-là, on va le virer. Et c'est hyper important d'arriver à prendre du recul par rapport à son titre, même quand on est indé. Et il y en a qui oublient ça. C'est hyper important de pouvoir regarder, de montrer son jeu et d'accepter. Ouais, il faut un garde-fou, exactement. La première relation marketing-développeur, c'est poser la question pour qui tu le fais, ton jeu. En fait, c'est une question très bête, mais beaucoup de développeurs indépendants n'y pensent pas. Ils pensent faire le jeu pour eux, pour leur entourage, pour ceux qui aiment le type de jeu qu'ils aiment aussi. Donc une petite communauté. Mais tout dépend de l'ambition que tu as à la base, en fait. Dans une grosse boîte comme Bethesda, EA ou Ubi où j'ai connu, le process, c'est que en général, tu as une phase qui s'appelle le green light de ton projet, où les développeurs présentent à l'éditeur ce qu'ils veulent faire. Mais ce qu'ils veulent faire, ça demande des moyens, ça demande énormément d'argent, des moteurs, du temps, etc. Et à ce moment-là, normalement, il y a une relation qui entre en jeu avec des analyses, du marketing, de l'intuition, énormément d'intuition gamer aussi. Quand tu as des Kojima, par exemple, c'est un mec qui a plus de poids que le marketing, évidemment. Donc cette relation-là qui va faire du rationnel, pur jus, en disant ton jeu, pour moi, il a ce potentiel-là. Tu peux en vendre tel. Donc, l'argent que tu me demandes, je dis une connerie, mais les 40 millions d'euros que tu veux, tu vas les avoir. Et les 4 ans, tu vas les avoir parce que ton projet, il correspond à ce que le marché veut, à ce que le marché voudra. C'est plus difficile à savoir. Donc voilà, c'est au moment du Green Knight, donc 3, 4, 5 ans avant le lancement du jeu que la relation doit commencer. Si elle démarre trop tard, tu te retrouves avec un produit en marketing qui est inexplicable en une phrase, ou en 2 phrases, ou en 10 phrases, ou en 50 phrases, parce qu'il a été fait pour une petite partie des gens. Donc c'est un super jeu, sans doute. Le jeu indé dont je parlais tout à l'heure, c'est ça. C'est que le jeu est super bien, et c'est un jeu de journaliste. Il y a des jeux de journalistes. Ah mais carrément. Il y en a, mais Iconoclast, le mec fait pendant 10 ans le truc dans sa cave, le truc sort, t'es là genre, ok, c'est bien. Tout le monde dit que c'est génial. Tu joues, tu fais ouais, c'était rigolo, quoi. Mais la question à poser à ces gens-là, c'est pour qui est-ce que vous avez fait le jeu? Parce que si vous l'avez fait pour vous et pour être fier, vous pouvez être fier, c'est un super jeu. Si vous l'avez fait pour être capable d'en faire un 2e derrière ou un 3e et de vivre dessus, c'est difficile. C'est 2 projets artistiques complètement différents, en fait. Est-ce qu'on a répondu à la question ? Eh ben, on va s'arrêter là-dessus. Donc, c'est la fin de ces 18e rencontres vidéoludiques. Merci à vous tous. Moi, je voulais quand même remercier l'organisateur Loisirs Numériques. Aussi Aurélie pour le plan. Tout le squelette que vous avez vu là, c'est Aurélie qui l'a rédigé. Nicolas et MO5 aussi. On me dit de remercier MO5. Voilà. Merci aux invités. Merci à vous.